Hello! Bienvenue à ce nouveau live. J'arrête de me gratter les yeux, je sais pas pourquoi je me gratte les yeux tout le temps. Très bizarre. Surtout en cette période un petit peu étrange, faut éviter de faire ce genre de trucs. Ne faites pas ça à la maison, jamais. Je suis ravie de vous accueillir en tout cas. On attend Yann pour ce nouveau live. Je sais qu'il stressait un petit peu, alors j'espère que vous allez lui faire un accueil super cool. Je n'en doute pas de toute façon. J'espère que la lumière est bonne cette fois-ci. Salut tout le monde. Hop, est-ce que on peut tester maintenant? Ah, Yann est connecté. Hello! Salut, Ça va? ça va bien et toi, tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien, je te vois très bien, t'as ton café, tout va bien. Tout va bien. Comment tu vas du coup? Putain, ça fait super longtemps. Tous les 2 ans, je crois, on a un Ouais, cycle c'est comme ça, ça. Tous les 2 ans, on fait quelque chose ensemble, alors des c'est photos ça. ou une discussion vidéo. Écoute, Pour la première fois, donc c'est c'est vrai. cool. Comment ça se passe ton confinement, toi? Écoute, j'ai pas tellement à me plaindre parce que le secteur de la publicité a toujours le droit de fonctionner, hein. On a le droit de faire des shootings commerciaux. Donc l'activité, elle s'est ralentie, mais elle existe toujours. Bon, je fais pas un mois extraordinaire, mais j'ai pas à me plaindre, quoi, si tu veux. J'arrive à m'en Bon, sortir. c'est Après, cool. c'est une année forcément pleine de frustrations pour tout le monde. Puis ça, les frustrations, c'est un peu plus compliqué à gérer, c'est encore autre chose. Ouais, Mais c'est j'ai sûr. pas à me plaindre objectivement, moi. Bon, c'est cool. Tu Et toi? avais envie, bah moi écoute, un peu pareil, et puis tu sais, moi j'ai des soucis de santé un petit peu depuis 2 ans, donc au final, je suis un peu à la maison depuis 2 ans, donc je le vois pas trop passer. C'est juste que, ouais, je serais bien aller me balader, à prendre l'air un petit peu, quoi, et bah c'est frustrant aussi, quoi. Mais bon, c'est, c'est pas le plus grave. Est-ce que tu voulais nous parler d'un bouquin, je crois, Oui, avant tout? Est-ce que tu veux et, commencer par ça? ouais, on va commencer par ça. Je t'ai demandé si je pouvais te présenter juste un livre parce que Noël approche. Et c'est un bouquin que je trouve nécessaire, parce que ça n'existait pas. Donc, c'est une histoire mondiale des femmes photographes. Je vous le montre, il est là. Ah, trop bien. Aux éditions Super. textuelles. Euh, c'est un ouvrage superbe qui retrace vraiment une histoire de la photographie à travers les femmes photographes. Faut bien avoir conscience que la photo, c'est un milieu extrêmement patriarcal, où on a énormément invisibilisé des femmes. Bon, c'est le cas de l'art en général, hein, des milieux artistiques. Mm, Mais en photo, c'est dans des proportions qui sont assez impressionnantes. Donc déjà, ce bouquin, c'est important parce qu'il remet dans un contexte historique l'apport des femmes photographes et il est loin d'être négligeable. Il y a super. énormément d'artistes dans ce livre dont vous allez jamais avoir entendu parler, dont j'avais jamais entendu parler. Et pourtant, il y a des, genre, je vous en montre juste une pour faire très vite, pour faire la pub. En plus, je spoil un peu parce que c'est un cadeau de Noël que je fais, donc j'espère que la personne ne va pas le spoiler. Juste cette photo que je Ah, trouve génial. extraordinaire. Voilà. C'est Il y de a qui ça? énormément de alors, c'est de qui? Bonne question, j'aurais dû le. Attends, parce que j'ai perdu. Ouais, ouais. Hop. C'est de. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Nusha Tavakolian. Voilà. Portrait de Effectivement, je le Negin connais. Apé 2010. Et il y a énormément de textes aussi. C'est un ouvrage extrêmement bien documenté. Alors, j'ai pas tout lu, hein, mais c'est passionnant. Voilà. Donc, si vous cherchez un cadeau de Noël pour quelqu'un qui aime la photographie, ça devrait être dans toutes les bibliothèques. Voilà. Ah, Et tu vous me donnes pouvez le envie de prendre. me l'acheter pour moi, en fait. Tu me donnes envie de me l'acheter pour moi? Ah bah, je te conseille parce qu'il est passionnant. C'est vraiment un super bouquin. Commande dans une librairie indépendante. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai lu en 3 jours, 3, 4 jours, tu vois. Donc voilà. Ça c'était le petit moment pub. Super, bah merci, c'est une super idée, une super découverte. J'espère que ça va se vendre grâce à toi, ça serait cool. Bah ça serait bien. Ouais, c'est un bouquin qui je pense est vraiment nécessaire. Voilà. Bon, super. On a vachement parlé, Yann, hier, tous les deux, en privé.
Et tu m'as fait une remarque qui est super intéressante. Moi, en début de live, j'ai l'habitude de parler un petit peu de mon thème de prédilection pour les interviews, qui est la créativité. Et tu m'as dit, toi, que le mot créativité te déplaisait, en fait, que tu le trouvais pas juste. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que je trouvais ça vraiment, ton analyse, vraiment passionnante. Alors, c'est vrai que moi, j'aime pas utiliser le mot créatif, création, créateur, parce que il a un sens en fait qui borne très vite l'activité. Créateur, il n'y a pas 36 choses qui sont créateurs dans nos langages. Le créateur, c'est Dieu, si tu veux. C'est une Mm, notion mm. profondément judéo-chrétienne. Et on place l'artiste tout d'un coup à un niveau égal à un Dieu. Alors bon, quand tu es athée comme moi, en plus, un artiste qui serait un Dieu, bon, bah, ça sert à rien. Ça n'a pas de C'est sens. rien, en fait. Ça m'intéresse Mm. pas. Mais au-delà de ça, rentrer dans ce débat-là, ça place l'artiste en fait dans une position qui, à mon avis, n'est pas la bonne. C'est pas le rôle de l'artiste d'être un espèce de démiurge. Et puis de ça, s'ensuit tout un tas de trucs extrêmement négatifs, du style, on peut tout pardonner à l'artiste parce que c'est un génie, tu vois. Bien sûr. L'absolution divine qui n'a pas lieu d'être en réalité. Donc voilà, créatif, c'est quelque chose qui, je trouve, borne sur des limites au champ de l'activité artistique. Donc, Ok. et puis voilà, ça enferme les personnes dans l'idée que la création, c'est quelque chose d'original. Alors la création, elle a une part d'originalité, mais c'est pas l'originalité. C'est une erreur de penser Mm, ça à mm. l'histoire de l'art. Une éternelle réinterprétation, une éternelle recherche. Et voilà, pour moi, le travail artistique, c'est deux choses. C'est un travail d'expression, de communication, et c'est un travail d'exploration. Mm, mm. Donc c'est pas un travail si tu veux, c'est pas un travail, on ne crée pas dans l'idée du mythe de la création Donc, de la vie, si on parle d'expression, effectivement, de communication artistique, pour toi, dans l'interview, ça te va. C'est plus juste. qui est plus juste, ouais. Ok. D'inspiration, Ouais. voilà. Je trouve qu'en fait, le terme même de créateur, de créatif, enferme dans quelque chose qui parfois fait que ben on a l'impression de ne pas l'être, de ne pas pouvoir être Mm. créatif, voilà. Et en fait, c'est une mauvaise équation posée au départ. Pour moi, c'est pas Oui, ça. en plus, c'était super intéressant parce qu'en termes de créateur, on est un petit peu tout seul, isolé, alors qu'en termes de communication globale, artistique, un petit peu universelle, ça fait des liens avec tout ce qui a été fait, tout ce qui va être fait par la suite, et c'est super intéressant. Alors, j'ai parlé à ce niveau-là, par exemple, j'ai parlé en tant que photographe, hein, c'est un domaine particulier, mais en tant que photographe, par exemple, je ne suis pas pour moi l'auteur des images. Je n'en suis au mieux que 50%, si tu veux. D'accord. Et c'est quoi les C'est un- 50% de l'autre? c'est pour moi profondément un acte, c'est un travail d'équipe. Alors, quand tu fais de la photographie de paysage, tu pourrais dire, ouais, mais tu es tout seul face à la nature. Mais non, la nature devient acteur de ta photo, et c'est Bien sûr. avec elle que tu construis, avec sa lumière, c'est avec, voilà. Euh, donc c'est toujours un travail d'équipe. Le photographe, il se doit d'être très humble, plus que le Mm. peintre, le dessinateur ou le sculpteur, parce que le photographe, il a vraiment besoin de travailler en équipe avec quelque chose ou quelqu'un. Oui, tu fais que capter en fait quelque chose. Enfin que. Le que étant trop, mais Ou capter, oui, ça peut être plein, ça peut prendre plein de formes différentes en réalité. Après, mm. c'est vaste, hein. Mais Ouais. voilà, pour moi, on est, si tu veux, tout participe à une démarche d'éclaireur, plus que on n'est pas des Mm, créateurs, on est des éclaireurs. On ouais. va Bon, c'est chercher dans super des intéressant. forcément visible, et puis on cherche dans ces zones-là à comprendre les règles et voir si on peut Mm. pas les transgresser, tu vois. C'est un peu à ça qu'on sert, en fait. Pas à Ouais, rien, complètement. mais Bon, du coup, on va partir là-dessus. On va partir vraiment sur l'expression. Toi, tu as eu ouais. plusieurs formes d'expression artistique parce que tu as été comédien. Tu l'es peut-être encore, je sais pas. Tu as fait du théâtre en tout cas. Tu as étudié le violon, donc la musique. Pourquoi la photo? Alors pourquoi la photo? Ça, alors encore une fois, c'est mon parcours que j'explique, hein. Je dis pas, il n'y a pas la moindre vérité dans ce que je raconte. C'est juste comment j'en suis venu là. Euh, je dirais qu'au départ, il y a très tôt la prise de conscience que la communication verbale était très limitée. D'accord. C'est efficace pour plein de choses, c'est très pragmatique, mais quand il s'agit d'être compris de l'autre, on se heurte à tout un tas de problématiques qui sont très vite insolubles. Donc, je pense que très tôt, il y a eu la recherche d'un moyen d'expression.
Mhm. Et le premier, ça a été la musique. La musique, j'ai fait 15 ans de conservatoire. Donc, c'est pas une petite expérience, c'est une Ouais. expérience quoi, de la musique. Et la musique, elle a ça de merveilleux qu'elle est universelle. Un Mhm. langage, toi et moi, on se comprend, mais quelqu'un qui ne parle pas le français, là, il va rien comprendre du tout, tu vois. Bien sûr. Si je lui dis j'ai mal au ventre, il va pas comprendre, il va pas. Je vais devoir lui mimer, même comme ça va être compliqué, parce que comment Ouais. décrire la douleur dans le ventre, tout ça est très complexe. Une, une musique, si tu veux, ça va pouvoir émouvoir, quel que soit, même si c'est en dehors de tes critères culturels, il y a quelque chose dans la musique de fondamental et d'universel qui fait que ça dépasse les barrières, je dirais, des limites de la communication verbale. Donc ça, Mhm. c'est un outil extraordinaire. La musique, c'est merveilleux. Le problème de la musique, très vite, c'est qu'en fait, ça franchit, c'est un universalisme, mais seulement sur la part émotionnelle. Ouais. Il n'y a pas de raison possible derrière. Il n'y a pas de part de Mhm. raison possible derrière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans la musique. Ça veut dire que pour atteindre, je dirais, la part de réflexion qu'il y a dans une œuvre musicale, ça demande des compétences et des connaissances qui sont pas à la portée de tout le Bien monde. sûr. Donc la musique a cette limite-là, c'est-à-dire qu'elle peut être universelle sur l'émotion, mais sur la réflexion, elle devient extrêmement élitiste. Et donc c'est un mauvais moyen pour moi Ouais, c'est pas accessible à tous, encore une fois, quoi. Donc après la musique, j'ai cherché d'autres choses. Donc tout mon parcours, ça a été ça, ça a été une quête d'un moyen d'expression. Alors j'ai pas tout détaillé, mais j'en ai fait plusieurs. Et puis quand je suis arrivé à la photo, alors très vite j'ai compris que c'était l'image qui était important. Ouais. L'image, en fait, c'était le fondement sur lequel notre réalité nous est tangible. Mhm. C'est-à-dire que l'écriture, c'est la seule chose qui nous a permis à un moment donné de nous extraire de la fatalité du temps à travers la transmission de l'expérience. C'est-à-dire que la transmission verbale, orale, avait ses limites. Quand on invente l'écriture, qui est un dessin, Mhm. tout d'un Oui, coup, on clairement. dépasse les limites. Donc l'image, elle a un pouvoir extraordinaire. La façon dont on conceptualise notre réalité, c'est avant tout sur des images. Il y a les sons, il y a les odeurs aussi, mais quand tu réfléchis vraiment sur la globalité de l'humanité, parce qu'après, forcément, si tu es aveugle, si c'est un petit peu plus compliqué Oui, de bien comprendre ce qu'on évidemment. raconte, mais je dirais que de façon globale, notre espèce, elle fonctionne avant tout grâce à la vue. Donc forcément, Mhm. c'était le sens de communication qui me semblait le plus intéressant. Et la photo, elle a ce pouvoir pour moi de pouvoir allier l'émotion à la Ouais. réflexion. Ok. Donc c'est en ça que ce support me paraît extrêmement intéressant. Plus que la vidéo, par exemple, souvent on me demande pourquoi j'aime pas la vidéo. Parce que la vidéo, elle n'a pas ce pouvoir contemplatif qu'implique la photographie et Pourquoi? qui nourrit en réalité le potentiel de la réflexion. Donc c'est pour ça que je préfère la photo à la vidéo. J'espère que je suis pas trop chiant quand je raconte tout ça, mais voilà. Pourquoi, en fait, tu penses qu'il y a vraiment un potentiel contemplatif plus dans la photo que dans la vidéo? Ouais. Pourquoi? Parce que une image, c'est un instant figé Ouais. sur lequel tu as tout le temps de réfléchir. D'accord. Ok, oui, je vois. Alors que la Vidéo, vidéo t'emmène ailleurs, ouais, très vite. une autre chose qui est induite par la vidéo, c'est un moins bon support de réflexion parce qu'en réalité, il est beaucoup plus guidé, parce on va t'ajouter Mhm. le mouvement et le temps, et on va te guider à travers cet espace et ce temps. Je Donc, vois très bien, d'accord. cet espace et ce temps, on t'influence déjà, tu vois. Donc, c'est intéressant aussi, je dis pas le contraire, mais je préfère la photo en ce sens qu'elle me semble moins manipulatrice en réalité, tu vois. D'accord. En sachant qu'en photo, je fais partie des gens qui considèrent qu'il n'y a pas de vérité. Hein, Mhm. je le dis très bien, il y a pas de vérité en photographie. Il rajoute un truc qui te plairait parce que derrière, il explique que dans toutes ces photographies, en réalité, c'est une projection de lui-même qu'il y a, plus que D'accord, des gens ouais. qui... moi, j'aime bien dire qu'en photographie, oui, il n'y a pas de vérité, mais par contre, il peut y avoir de la sincérité. Et la sincérité, D'accord. c'est quelque chose de très puissant aussi. Hum. La vérité, en réalité. D'ailleurs, c'est une année parfaite pour le constater, puisque avec toutes les, je dirais, toutes les fake news, toutes les théories du complot et compagnie, on voit bien qu'en réalité, ce qui prime avant tout, c'est la sincérité des gens dans ce qu'ils croient plutôt que la vérité. Clairement, Et clairement. la sincérité a un pouvoir extraordinaire. Oui, Donc parce c'est que en beaucoup plus soi, intéressant est-ce qu'on en a photo que la vérité. vraiment accès à la vérité, en fait, à partir du moment où tu as un filtre humain, on peut parler que de sincérité, de toute façon. La vérité, c'est un pur concept. Clairement. C'est pour ça que l'insincérité est à mon avis plus intéressante. J'aime pas quand on parle
vérité des sentiments ou choses comme ça. Ça n'a pas de sens. La Bien sûr. vérité, elle est multiple. La vérité de quelqu'un n'est pas celle de l'autre. Il n'y a pas de vérité absolue. Donc, je préfère parler de sincérité en photographie. Ce que je vais chercher, moi, en photographie, c'est quelque chose de l'ordre du sincère, pas quelque chose de l'ordre du vrai. Le vrai ne m'intéresse pas. Le vrai, je sais pas ce que Hmm, complètement. Et du coup, est-ce que cette réflexion-là, tu l'as eue dès le début, dès tes premières rencontres avec la photo, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui s'est fait quand tu as commencé, t'en étais où en fait? Tes premières images? c'est. Est-ce que tu Mais t'en toutes souviens les déjà? premières images, moi, mon histoire avec la photographie, elle commence très tôt. Elle commence, j'avais 7 ou 8 ans. Ouais, Euh, euh, et parce que mon grand-père m'avait offert une caméra Super 8. Donc ça commence pas avec la photo, bien. D'accord, avec la vidéo du coup. avec la vidéo d'abord. Et la première chose que j'ai filmée, je m'en souviens très bien, parce que clairement, je m'en suis pas souvenu tout de suite de ce moment-là. C'est arrivé plus tard. Et en fait, j'ai réalisé, mais quand je dis plus tard, c'est genre 20, 25 ans plus tard, j'ai réalisé que ce moment-là, ça avait été un gros déclic dans ma vie. Et la D'accord. première chose que j'ai pris en image, c'est des dauphins. Voilà. D'accord, ok. Donc, ma toute première image, c'est ça. Donc, tu vois, on est très très loin d'un processus réflexif. Hein. Non, Ouais. non, pour répondre à ta question, ce que je te dis là, c'est le fruit de plusieurs années de pratique, de Ouais. réflexion sur mon métier, sur le sens que j'y trouvais, sur ce que je voulais y apporter. Voilà, donc ça s'est construit avec le temps. Et c'est ma vérité à moi. Voilà, c'est ma sincérité à moi plutôt. Oui, Mais, mais en même temps, c'est toi qui poses la question. mais non, au départ, les premières images sont toutes bêtes. Hein. C'est des moments de vie que je capture et sur lesquels ben, je sais pas, ça m'a tout de suite fasciné en fait. Il y a quelque chose qui m'a fasciné dans le fait de pouvoir capturer un moment aussi avec autant d'informations. Ce qui est intéressant avec la photographie par rapport à d'autres médiums, c'est la quantité d'informations qu'elle est capable d'enregistrer Mhm. en très peu de Mhm, temps. mhm. C'est difficile de rendre ça en dessin ou en peinture ou en sculpture, tu vois. Il y a un ratio temps-quantité d'informations qui est difficilement battable. Mhm, mhm, C'est mhm. ça qui, C'est ça qui t'a en plu. sachant l'information qui est dans une photo est toujours parcellaire en plus, hein, mais ça c'est encore un autre. Bien sûr. Oui. Il faut me recadrer parce que sinon je peux pas continuer. Non, mais c'est passionnant ce que tu racontes, j'ai pas envie de te recadrer. Bon, on va revenir un petit peu du coup sur ton parcours. T'as vu, je recadre quand même. T'as fait une école d'art graphique, donc du coup, t'as continué l'image en fait. Ça a vraiment été quelque chose qui a continué à t'intéresser. C'est pas arrivé tout de suite, hein. C'est arrivé tard aussi l'école D'accord. d'art graphique. J'avais, 23 ou 24 ans quand je m'y suis inscrit. Avant ça, j'ai fait des études de sciences Ouais. en sciences de la matière. Donc, je suis un gros passionné de physique, donc D'accord. c'est aussi plein de choses dans ce que je raconte. Ensuite, j'ai fait du théâtre, ouais. Ouais. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu me mettre à la réalisation 3D. Mhm. Je trouvais que c'était un champ extrêmement libre en termes d'imaginaire. Et donc, tu pouvais t'inspirer et faire plein de choses étonnantes. Et puis, donc, pour Ouais. ça, j'ai pris des études. Et au départ, on avait un tronc commun, si tu veux, avant de se spécialiser en 3D. Et dans ce tronc commun, j'ai découvert la communication visuelle. Ouais. Et la communication visuelle, ça m'a tout d'un coup passionné. C'est le moment où j'ai pris conscience, si tu veux, du pouvoir de l'image. Oui, Où bah, j'ai c'est complètement raccord avec ton discours justement sur l'expression, quoi. Voilà. Donc de là, j'ai complètement abandonné le théâtre et parce que quand je voulais faire de la 3D, des courts-métrages en 3D, c'était lié, si tu veux, à mon envie de raconter des histoires, de Ouais. réfléchir sur l'humanité, etc., etc. Donc c'était lié au théâtre. Et là, donc la communication visuelle, c'est une claque. Je réalise le pouvoir que tout d'un coup il y a quelque chose qui m'intéresse parce qu'il y a un pouvoir dans la transmission de l'image assez fascinant et qu'on exploite très très peu d'ailleurs. En tout cas, pas forcément toujours très bien. C'est Ouais. une autre question. Et donc là, j'ai arrêté complètement la 3D et donc je me suis finalement spécialisé en communication visuelle. J'ai eu mon diplôme. J'ai un tout petit peu travaillé dans la pub en tant que directeur artistique. Et puis je suis devenu photographe. D'accord, Euh, ok. alors, de tout ce que je viens de te raconter, j'ai toujours fait des photos. T'as toujours continué, c'est la question que j'allais te poser, ouais. Un hobby. C'est Ok. quelque chose que je fais sans vraiment réfléchir. Je ne m'étais jamais même posé la question de savoir si je voulais que ce soit un métier. Enfin, je m'étais même jamais dit que c'était un métier, si tu veux, dans la tête. Je D'accord, faisais ok. ça, j'ai toujours eu un appareil photo dans les mains, enfin très tôt, que j'avais toujours trouvé ça intéressant et que
J'avais tout, voilà. Donc quand j'étais comédien, par exemple, je faisais beaucoup de portraits pour mes amis comédiens, pour les books. D'accord, ouais. Et moi, photo, je suis avant tout portraitiste. C'est Mm, le point d'entrée de la professionnalisation, ça a été le portrait. d'accord. Et quand j'étais un jeune directeur artistique, enfin plus si jeune que ça, mais je faisais encore beaucoup de books pour les comédiens Mhm. et ça me prenait énormément de temps. Puis je me faisais pas payer parce que c'était des potes. Donc Qu'est-ce ça que me prenait énormément de temps et ça me rapportait pas d'argent et bah les temps devenaient difficiles donc c'était compliqué et je m'en plaignais auprès d'une maquilleuse avec qui je travaillais régulièrement à l'époque qui m'a dit mais pourquoi t'en fais pas ton métier? c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas con. Voilà, donc ça, je devais avoir 27 ans à ce moment-là, quelque chose comme D'accord. ça, 27, 28 ans, et à partir de là, alors j'avais déjà assisté des photographes parce que je m'intéressais au truc, si tu veux, je voulais comprendre. Mhm. Mais j'avais jusqu'à mes 28 ans, ouais, j'avais jamais imaginé vouloir être photographe. D'accord, ok. J'avais Et déjà fait j'avais déjà un petit site, j'avais, si tu veux, voilà, mais j'avais pas imaginé en faire que vraiment c'était ta autre chose carrière, qu'un. quoi. Et du coup, est-ce que l'école en communication visuelle, en art graphique, en 3D et tout, est-ce qu'elle a fait évoluer ton image pendant ce temps-là? Est-ce qu'elle t'a apporté quelque chose? Est-ce qu'elle t'a apporté une autre façon de voir? Est-ce que ton image, est-ce que ton expression a vraiment évolué dans cette période-là? Je... L'école m'a appris des choses, clairement. Ouais, Est-ce que ça m'a appris mon métier de photographe? Non. d'accord. Est-ce que euh, ça m'a donné des outils de réflexion? Voilà. Ok. Ce qui est déjà bien. Euh, Ce qui est déjà très bien. Oui, oui. Et puis ça m'a ouvert, si, ça m'a ouvert, c'est ce que je te disais, à la sémiologie, à la communication visuelle, au pouvoir des images, euh, qui est quelque chose en réalité très tabou dans la société. Hmm. Euh, on tombe très vite dans la caricature de l'image subliminale, mais avant l'image subliminale et l'image innocente, il y a plein de choses. Et le pouvoir de manipulation d'une image, il est extrêmement violent. C'est très Ouais. utilisé en pub. On a des Hmm, sémiologues en pub, des gens qui ouais. vont réfléchir au sens des images pour, euh, pour influencer en réalité la pulsion d'achat. Et c'est là où tu te rends compte du pouvoir de l'image et du pouvoir de Hmm. l'image depuis l'aube des temps. C'est quelque chose qui est en capacité de s'adresser directement aux inconscients. Ça ne veut pas Ouais. dire que ça le fait à chaque fois, mais c'est le pouvoir qu'a l'image. Donc, Hmm. si elle m'a sensibilisé à ça, c'est vraiment les études que j'ai fait en D'accord. communication visuelle. D'accord. J'en avais une mission avant, hein, pour plein de raisons différentes. Mais la concrétisation de l'idée, elle est arrivée à l'école. D'accord, ok. Ouais. Et Voilà. est-ce que... L'école m'a ouvert à l'histoire de l'art. J'avais des cours d'histoire de l'art et Ouais, ça a été fondamental aussi dans mon parcours. c'est ce que j'allais te demander, parce que effectivement, tu nous parles de communication universelle, globale, d'expression un peu de l'humanité. Est-ce que ça t'a apporté une culture? Et est-ce que la culture est importante aujourd'hui dans ton travail et justement dans ta position en tant qu'artiste dans cette espèce de communication universelle? Alors, ça m'a ouvert à l'histoire de l'art. Après, c'était forcément imparfait comme Bien sûr. tout système d'éducation standardisé. Hein. À partir du moment où Mm, tu fais de la standardisation pour atteindre la masse, forcément, c'est imparfait. Donc, par contre, ça m'a donné le goût de l'histoire de l'art. Donc, mm. je suis très autodidacte dans tout ce que je fais dans ma vie. J'aime bien qu'on me montre un chemin, puis après, je le prends tout seul parce que comme ça, je le prends à mon rythme. Donc, ça m'a donné le goût de l'histoire de l'art. Alors, je fais très attention aux mots culture aussi. Je suis très chiant sur les mots, hein, mais ça, tu vois, c'est parce que j'ai fait de la sémiologie. C'est bien. Euh, L'histoire de l'art, elle est primordiale dans mon travail. Euh, Mhm. Ça se voit pas forcément, surtout quand on connaît que mon travail de nu, mais même dans mon travail de nu, c'est là. Euh, je référence toujours mon travail à un moment de l'histoire de l'art, quasiment tout le temps. Donc oui, c'est fondamental parce qu'en fait, c'est l'expérience, les explorations, les recherches de milliers de gens avant moi, bien plus talentueux. Ça serait complètement con de pas aller voir ce qu'ils disent, de pas essayer de comprendre, de pas s'en inspirer, de pas voir leurs recettes, parce qu'après il y a c'est très compliqué l'art parce qu'on peut parler du sens, on peut parler de l'esthétique, on peut, tu vois, et Bien tout est sûr. mélangé. Donc à la fois c'est intéressant de voir comment ils faisaient en termes d'esthétique, à la fois on n'est jamais que des héritiers des hommes de la préhistoire qui peignaient sur les grottes, hein, les peintures rupestres. Donc il y a toute une évolution de ça.
On utilise encore en lumière énormément ce qu'on appelle un Rembrandt. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est comme ça que Rembrandt le peignait. Donc T'as voilà, fait une l'histoire de l'art. série en hommage à Pollock aussi. Pardon? T'as fait une série en hommage à Pollock aussi. C'est vrai que c'est quand même très présent. Tu as des liens avec d'autres médiums en fait artistiques, même dans ton travail actuel, quoi. Tu penses à quoi, par exemple? À J'ai pas ta compris. série de peinture sur les corps. Ah, d'accord. Oui, alors après, c'est pas de la peinture, c'est du make-up en vrai. Donc j'ai du mal à considérer que c'est un travail de là. Mais oui, par exemple, tu donnes cette. Si tu veux, en général, je considère que un photographe, comme n'importe quel artisan, artiste, etc., il peut pas s'endormir sur ses lauriers. C'est comme un pratiquant d'art martial, il doit faire ses katas, ou un musicien qui fait ses gammes. Si tu dessines pas, si tu peins pas, tu peux pas évoluer. D'accord. Et même, ça va avoir tendance à régresser. Donc, il y a toujours un entraînement à avoir. Donc, par exemple, moi, depuis des années, depuis que j'ai 30 ans, je m'impose chaque année de choisir un mouvement de l'histoire de l'art qui me plaît Mhm. et de m'en inspirer pour essayer de faire une série. Donc, la série dont tu parles, Pollock, je sais pas si j'ai... Attends, j'ai peut-être un exemple. C'est clairement une série inspirée par Jackson Pollock. Et voilà quoi. Alors ça donne ça par exemple, ça c'en est une. Hmm. Carrément. Pas la Ah, c'est plupart. beau. Ça c'est un plan large. Mais voilà, ça, c'est bien. Ouais. Ouais. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc oui, donc effectivement c'est toujours très référencé. Hmm, hmm, hmm. L'art c'est jamais que ça. Hein. C'est toujours un éternel recyclage des mêmes choses mises au goût du jour et au goût des connaissances actuelles quoi. Tu penses que tout Euh, a déjà été fait? Ça, c'est un non, grand débat. c'est c'est que si tu veux, beaucoup de choses ont déjà été faites. Tout ce qui était accessible a été fait facilement, tu Hmm. vois. Encore une fois, je parle d'exploration, donc il y a on pourrait en parler de façon purement technique en photographie, par exemple. On se contente de photographier à l'heure actuelle des longueurs d'onde qui sont visibles par l'œil humain, avec des boîtiers qui voient plus que les longueurs d'onde dont sont visibles Ouais. les humains. Et qu'est-ce que ça donnerait si tout d'un coup on commençait à travailler sur des images avec des capteurs qui permettent de voir des longueurs d'onde ou des choses que l'œil humain ne voit pas, tu vois. Oui, bien sûr. Alors ça, après, on a fait de l'infrarouge en argentique, on fait du rayon X, mais il Ouais. y a toute une foule je dirais, de façons de mesurer le réel qu'on pourrait inclure dans nos outils Hmm, hmm, de, hmm, de, hmm. de- de fabrication et on est encore la photographie, tu sais, c'est un médium très jeune, hein, Oui, bien encore sûr. très loin. On se cantonne pour l'instant à être très euh, je dirais, dans la droite ligne de la peinture. Hmm, hmm, On hmm. n'a pas encore notre autonomie. On commence un petit peu avec le numérique, mais on n'a pas encore pris notre autonomie sur tout ce que nous a apporté la peinture. Ouais, ouais, complètement. Je sais pas si je Du parle coup, pas ça dans me tout. fait, du coup, ça me fait rebondir un petit peu. Tu as assisté d'autres photographes. Je sais pas Ouais. pendant combien de temps. Tu le fais encore? Tu l'as. J'assiste toujours. Ouais, ouais. Moi, je gagne pas ma vie avec ma photographie. Ah oui. D'abord, parce que pendant longtemps, j'ai pas. Enfin, quand j'ai commencé à être photographe, j'étais photographe professionnel. J'ai commencé à gagner ma vie comme ça. J'avais des petits clients, je faisais des catalogues. C'était pas encore à l'époque du e-commerce, donc c'était encore des catalogues papier. Ouais, Euh, et puis il y a eu la crise de 2009. ouais. J'ai pris en pleine gueule. Donc comme j'ai toujours fait plein de choses en même temps, je faisais déjà de la retouche pour des photographes et j'assistais déjà des photographes à côté. Mais je gagnais aussi ma vie en tant que photographe. Hein. Je faisais tout ce que je pouvais, quoi. Ouais. Et j'étais de plus en plus photographe et de moins en moins assistant. Et D'accord. puis il y a eu la crise de 2009 qui m'a bien claqué la gueule. Et là, j'ai pas eu le choix. Il fallait que je vive. Donc j'ai envoyé mon CV à plein de boîtes de retouches. Mm, mm. J'avais très très peu d'expérience de studio parce que j'y étais allé qu'en freelance une ou deux fois, tu vois. C'était pas toujours des très bonnes expériences. Je suis quelqu'un qui, comme il est autodidacte,
à beaucoup, enfin surtout à l'époque, parce que maintenant c'est plus le cas, mais à l'époque j'avais beaucoup de façons de faire qui n'étaient pas tout à fait orthodoxes. Ouais. Et voilà. Pendant 6-9 mois, j'ai pas eu de réponse parce que tout le monde était sur des positions de réserve à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, ils sont tous mis à me tomber dessus pour me proposer de travailler. Donc, ça m'a fait du bien à l'ego. Et Ouais. puis, dans le tas, j'ai eu une rencontre avec un mec qui montait en fait une boîte de retouches. Il n'avait pas de retoucheur, il savait pas retoucher. Puis, on a monté le truc tous les deux. Et puis, voilà, je suis parti dans une aventure que j'avais pas du tout prévue pour des C'est vrai. questions économiques, hein, purement. Et sans d'ailleurs trop avoir d'espoir sur cette boîte qu'on montait juste en sortie de crise en 2009 en se disant qu'on n'y arriverait jamais. Et puis après, ça a été une success story. Donc, elle a ouvert à New York, à Los Angeles. Ça a Ouais, je suis été, allée voir ça le a- site, c'est Et impressionnant. puis moi, ça a été aussi le deuxième virage de ma vie, le troisième virage de ma vie peut-être, parce que ça m'a donné l'opportunité de travailler avec des gens extraordinaires, avec les plus grands, quoi, de toute façon. Voilà. Ouais. Donc en termes d'expérience et d'apprentissage, ça a été phénoménal, c'était inattendu. On m'aurait Ouais. dit euh, que je travaillerais à un moment donné avec des gens que j'admirais quand j'avais 25 ans, je l'aurais pas cru, tu vois. C'est génial. Et Ah, du coup, ça peut avoir sa part de déception aussi, hein. ah oui, oui, Parfois, je viens de croire. ce n'est pas toujours une bonne idée. Et du coup, en parlant vraiment de ton travail de retouche, est-ce que tu considères que c'est un bon moyen d'expression, la retouche, ou est-ce que tu considères que tu es un petit peu à la merci, entre guillemets, des désirs des photographes, des clients, etc. Est-ce que tu arrives à t'exprimer par ce biais-là? Bah, tout dépend de l'objectif, hein. Encore une fois, la photo, c'est parce qu'on a tout mélangé en faisant des photographes artistes, des photographes publicitaires aussi, voilà, que tout est brouillé. Quand tu fais une photographie publicitaire, c'est pas du tout le même exercice que faire une Bien photographie sûr. d'art. Quand tu retouches une photographie publicitaire, c'est pas du tout le même exercice que de retoucher une photographie d'art. Donc, oui, j'ai une part d'expression artistique dans la retouche d'autant plus importante que je suis sur un objectif d'image artistique et pas un objectif Ouais. d'image publicitaire. Euh, cette part-là, elle est d'autant plus importante en fonction aussi du photographe, parce qu'il y a des photographes Mhm. qui vont être... euh, il y a des milliers de photographes possibles. Il y a des photographes, une fois qu'ils ont pris la photo, ils s'en foutent. Ça n'a plus aucune D'accord. espèce d'importance de ce qu'elle va devenir, donc ils laissent ça dans les mains d'un retoucheur, et puis le retoucheur est très libre. On a d'autres, au Mhm. contraire, qui vont être à côté de toi, quand tu retouches, 6 heures par jour, 8 heures par jour, à te dire non, non, là je voudrais 2 points de plus dans les magentas, non, non, là je voudrais 2 points de moins dans les cyan, tu vois. Donc il y a vraiment toutes les écoles. Il y en a qui te laissent plus ou moins libre. Alors, paradoxalement, ceux où tu vas parfois arriver à avoir le plus d'expression artistique, c'est les emmerdeurs qui restent 8 heures à côté de toi pour tout contrôler, C'est tu vois, vrai? parce que eux, ils ont cette sensibilité-là. Ils D'accord, ont ouais. cette ça ne veut pas dire que c'est C'est, des meilleurs photographes que les autres, hein, c'est juste pour expliquer pourquoi ouais. c'est intéressant en tant que toucheur avec ces individus-là plutôt qu'avec ceux qui apparemment te laissent complètement libre. Mm, mm, mm. Euh, C'est drôle en fait, je te pose cette question-là parce que moi, tu sais, je suis coloriste BD aussi, je suis dessinatrice mais aussi coloriste et ça se rejoint vachement en fait. Il y a des dessinateurs qui, pareil, une fois qu'ils ont fait leur dessin, ils n'ont plus rien à faire et du coup, t'es très libre toi de vraiment interpréter la chose comme tu veux. Et puis il y en a d'autres par contre où c'est ah bah non, cette ombre-là, je la veux ailleurs, etc. Et au final, t'es complètement brimé dans toi ce que t'aurais envie de faire quoi. Oui, oui, ah bah, oui, mais ça fait partie du jeu. Après, tu sais, moi, ma vie, je l'ai organisée de façon à ce que je la gagne en faisant quelque chose qui m'intéresse dans un domaine qui m'intéresse et que ça me permette d'acheter la liberté de faire ce qui me plaît vraiment dedans. C'est sûr. Je suis dans cet équilibre-là et c'est pour ça, des fois, les gens comprennent pas pourquoi j'ai mis mercenaire de l'image parce que je considère que je suis vraiment ça. Moi, on m'envoie sur un truc, parfois avec même pas d'informations. Je dois Ouais. remplir des objectifs extrêmement pragmatiques et puis je suis réputé bien payé si je les remplis, si je suis un bon mercenaire, tu vois. Mhm. Voilà, donc voilà, je fais ça parce que à un moment donné, ça me permet de faire ça. Voilà. Il y a des Et gens donc avec qui t'as particulièrement aimé bosser ou pas? oui, bien sûr, oui, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Je sais pas si on peut faire une liste, mais bah déjà si je devais en citer un, je citerais. Alors il n'est pas forcément, c'est pas un nom qui va faire tilter tout le monde à tort, peut-être, mais en tout cas voilà, c'est un photographe avec qui je travaille depuis très longtemps qui s'appelle Arnaud Pifka. Mhm. euh, qui fait partie de ces photographes. C'est mon premier photographe qui est resté 8 heures par jour à côté de moi, à me faire 2 points de mage en plus, à me faire 40 fois les prints, les impressions pour être bien raccord avec l'écran.
Donc lui, j'ai beaucoup appris avec lui, énormément. Euh, la composition en couleur, c'est à lui que je le dois, Ouais. en tant que photographe. Voilà, après il y en a plein d'autres. Jean-Paul Goude, par exemple, j'ai adoré travailler avec lui et c'est fascinant parce que lui, il dessine tout avant. Ses photos, c'est des dessins avant. D'accord. Ah, je crois que j'en ai déjà vu, ouais. Voilà. C'est cool. Donc ça, c'était une expérience assez incroyable. Qui d'autre je pourrais citer bah, c'est pas un photographe à proprement parler, mais il a tellement influencé mon univers et c'était tellement une consécration pour moi de travailler, je vais pas dire avec lui, mais à côté de lui. C'est Ouais. Ridley Scott. Ridley Scott, ça a D'accord. été un plus beau souvenir. Ouais. Ouais. Et pour le coup, c'était le bon cas pour rencontrer l'idole, tu vois, qui déçoit pas. D'accord. T'as pas été déçu. Non, j'ai pas, non, j'ai pas été Ah, déçu. c'est chouette. Bah, du coup, tu Et, réponds un petit peu à parfois, la, après, tu réponds un petit peu à la question que je voulais te poser. Je voulais te demander justement si ce travail-là de rencontrer d'autres artistes, etc., et d'autres façons de voir les choses, est-ce que ça nourrissait, toi, ta façon de t'exprimer, ce que tu avais envie de faire, dans tes projets personnels? ah oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, encore une fois, il faut bien comprendre que je trouve que l'idée de l'artiste seul, solitaire et qui se tire la nouille sur sur son propre narcissisme, c'est pas bon du tout. Donc Ah. l'art, il se nourrit des autres, uniquement des Mhm. autres. C'est le regard que tu portes dessus, ce qui va provoquer comme émotion et comme réflexion chez toi, qui va faire qu'à un moment donné, tu vas avoir envie d'aller là ou envie d'aller au contraire à l'opposé, tu vois. J'ai beaucoup plus appris, par exemple, en assistant les photographes dont je n'aimais pas le travail qu'en assistant les photographes dont j'aimais le travail. D'accord, c'est intéressant ça. C'est intéressant. C'est marrant parce que moi, c'est vrai que j'ai un truc, moi, dans mon dessin, et c'est quelque chose que je fais depuis pas très longtemps, d'ailleurs, depuis peut-être 2 3 ans. Quand je suis en panne d'inspiration, tu sais, il y a des moments, je pense qu'on a tous des moments où on n'a pas envie de s'exprimer, de sortir des trucs et où on a besoin d'être un petit peu introverti aussi sur soi-même. J'ai tendance à aller voir des expos de gens que je n'aime pas, très clairement. Ouais, Pour aller me nourrir d'autres choses, pour aller puiser justement un petit peu dans... c'est beaucoup plus simple de cerner ce qu'on ne veut pas faire que de cerner ce qu'on veut faire. C'est vrai. Mais en cernant ce qu'on veut pas faire, on réduit le champ des possibles de ce qu'on peut faire. Donc ça aide finalement. Enfin moi, Complètement. j'explique comme ça. Et puis parfois, il y a un autre truc que j'ai appris en assistant des gens dont je n'aimais pas le travail, c'est que c'est pas parce que je ne l'aime pas qu'il n'est pas intéressant. Quand tu Complètement. commences à comprendre, quand tu commences à comprendre ce qui le motive, quels sont ses objectifs, ça peut avoir une part d'intérêt. Je suis Ouais, quelqu'un clairement. qui lit Terry Richardson avant de comprendre le travail de Terry Richardson, par exemple. Bon, c'est pas un bon nom avec tous les casseroles qu'il a au cul, Oui, oui, ça illustre bien, ouais. mais je le balance parce que j'ai longtemps craché sur son travail avant de réaliser que c'était pas. Ah si, alors un autre photographe qui m'a beaucoup influencé, c'est Jeff Burton. J'y pense à cause de D'accord. Terry Richardson, c'est une histoire amusante dans l'histoire de la photo. Jeff Burton, je sais pas si on a le temps, je sais pas depuis combien de temps on parle, mais bon, je vais essayer Je de faire sais pas. un peu Vas-y, simple. tu peux. Je vous invite à regarder le travail, c'est Jeff Burton. Alors, il y a un pilote de NASCAR qui s'appelle aussi Jeff Burton, donc il faut taper Jeff Burton pour le photographe. Jeff Burton, c'est le véritable inventeur du porno chic. Ouais, tu m'avais Il, envoyé des images il y a longtemps, j'avais adoré. il invente le porno chic et Tom Ford tombe dessus. Ils font les premières images de porno chic ensemble. Ils se disputent, je la fais très courte, hein. Et parce qu'ils se disputent, Tom Ford cherche un autre photographe pour faire du porno chic et c'est à ce moment-là que Terry Richardson apparaît dans l'équation. Et à tort, on croit souvent que Terry Richardson est l'inventeur du porno chic. On devrait dire qu'il est le pape du porno chic parce qu'il en a beaucoup fait. Mais l'inventeur réel de ce style de photographie, c'est Jeff Burton, avec une dimension bien plus poétique que chez Terry Richardson, dont je regrette qu'elle n'ait pas été la norme. Donc Mhm. j'invite beaucoup et l'histoire de ce photographe est passionnante aussi, mais on en a pour trop longtemps. Mais voilà, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Et c'est un photographe qui utilise beaucoup la succession de plans pour donner de la Ouais. profondeur aux images, pour accentuer le côté voyeur, pour masquer quelque chose d'obscène, et donc ajouter tout d'un coup une dimension à une scène qu'on comprend être obscène, tu vois. Et ça m'a D'accord, ouais. beaucoup influencé, cette façon de mettre des éléments entre ton sujet et ton appareil photo, c'est quelque chose que j'ai des éléments color, ils travaillent beaucoup avec la couleur. Et ça m'a Mhm. énormément influencé.
Jeff Burton, mais c'est quelqu'un qui n'est pas assez connu et qui pourtant est très très important Ah ouais, je dans l'histoire. confirme, c'est très, très bon. Mm, mm. À Du mon coup, on a parlé là de ce que tu aimais, de ce que tu aimais pas. Est-ce que c'est facile pour toi de contraindre ton expression dans le travail? Est-ce que par exemple un taf qui va vraiment pas te plaire, tu as des facilités à le faire ou au contraire, comme certaines personnes, ça va être très douloureux de mettre de ta personne dans quelque chose que tu n'as pas envie de faire? En tant que photographe ou en tant qu'assistant? Les deux. Les deux. Les deux, c'est pas du tout la même chose. En Mm. tant qu'assistant retoucheur, je suis au service d'un photographe. Ouais. Euh, c'est pas mon rôle d'aller plus loin que ce que veut faire le Mm. photographe. Euh, mon travail à l'heure actuelle, je fais quasiment plus de retouches. Ça Ouais. m'intéresse plus. Mon principale activité, c'est d'être assistant, ce qu'on appelle opérateur numérique, c'est assistant digital. Mhm. Et je travaille surtout pour tout ce qui est l'étalonnage, en fait, les couleurs, la chromie, c'est ce qui me fait surtout travailler parce que c'est ce qui m'intéresse depuis longtemps le plus et c'est ce qui me permet de travailler en fait, parce que les gens veulent mon expertise sur la couleur pour me faire travailler. Impact, ouais. Mm. Donc là, c'est un métier éminemment technique en réalité. Dans ma vie Ouais. d'assistant, je suis avant tout un technicien, je suis pas un artiste, Mm. euh, un mercenaire, tu vois. Donc je cherche pas forcément quand je suis assistant à être dans l'expressivité. Ouais. Euh, je cherche à répondre à l'expressivité de quelqu'un, à la Mm. transmettre Ouais. correctement, avec le moins de déformation possible. Donc ça, c'est voilà. Quand je suis photographe, c'est autre chose. Quand je suis photographe, alors après, ça dépend ce que je fais. Si je suis sur un boulot commercial, mon but, encore une fois, à ce moment-là, c'est avant tout de remplir un cahier des charges. Ouais. On est dans un contrat, je suis pas en train de pouvoir faire ce que je veux, c'est la fête du slip et patati patata. Donc, ce qui m'importe avant tout, c'est ça. Ensuite, là où ça devient excitant et intéressant, sinon c'est très chiant, le métier de pub, hein. Je viens de croire, ouais. Toujours la même chose, c'est pas bon. Ce qui devient intéressant, c'est si tu peux, toi, Arnaud Pivka, il dit tirer vers le haut. J'aime bien cette expression. Si tu peux tirer Mhm. vers le haut, en fait, l'image. Alors, tirer vers le haut, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Pour moi, ça veut dire arriver à peut-être y inclure un message politique, par exemple, tu vois, Ouais. philosophique, ou, voilà. Donc j'aime bien parasiter, si tu veux. Je pourrais pas le dire en fait. Tu voulais pas le dire à la base. Mais je vais pas donner d'exemple, je vais pas expliquer, voilà. Mais on a une part, je trouve que dans la pub, on peut le danger de vouloir mettre des artistes dans la publicité, c'est ça. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, C'est pas a neutre. priori, tirer le truc vers lui et tirer le truc vers lui, ça peut vouloir dire à un moment donné dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Mm. Ça devient intéressant, donc ça bride pas mon expressivité de travailler dans la pub. Ça la complexifie énormément, mais c'est aussi le jeu, tu vois, c'est aussi ce qui va Ça m'intéresser. t'oblige à la contraindre Voilà. un peu. Voilà. Dans mes images, si tu veux, il y a très souvent, je dis pas tout le temps, parce qu'après les gens ils vont chercher partout, puis ils n'aiment pas non plus Tout le monde va regarder tes l'image. images, tu sais, être fruité. Voilà. Alors, le médium, enfin le support Instagram n'est pas tip top pour ça, parce que c'est quand même des petites vignettes. Et moi, je suis un photographe qui met toujours plein de petits détails dans les images. Et c'est pas des détails mis en général par hasard. Ça a toujours Mm. une signification. Tu peux être quasiment sûr que s'il y a par exemple une machine à écrire dans la photo en décor, en fond, et qu'il Ça y a une va feuille écrire. dedans, si tu tournes dedans, tu vas voir qu'il va y avoir une phrase écrite sur la feuille. Voilà. Il y a toujours plein de petits D'accord. détails cachés que j'aime bien. C'est mon jeu, quoi, si tu veux. Et ça, Ouais. je l'ai fait très tôt. Je l'ai fait avec d'autres photographes en tant que retoucheur. Je ne donnerai pas les noms ni les, les Non, noms. je ne dis pas. Alors j'étais à l'initiative au départ, mais je suis tombé sur quelques photographes que ça a bien fait rire et on s'est bien amusé Ouais. avec ça. Et donc voilà. Donc oui, ça c'est dans la partie commerciale pour gagner ma vie, tu vois. Euh, Mm. c'est un exutoire parce que ça me permet parfois de mieux supporter, je dirais, ce qu'on me demande de faire qui n'est pas toujours raccord avec mes convictions personnelles, Ouais, philosophiques complètement. et humanistes. Et puis dans la partie artistique, bah, la question ne se pose pas. Je m'exprime Tu te comme contrains je pas. peux, comme je peux, Mm. voilà. Je sais pas si ça répond exactement à ta question, mais Si, c'est je très fais bien. entre, tu vois, j'ai vraiment, il y a plein de façons, on parasite souvent.
faire une photo dans mon travail personnel, c'est surtout un travail d'exploration. Ouais. Il y a de l'expression dedans, mais pour moi, c'est surtout un travail d'exploration, c'est de l'entraînement aussi. Mm. Euh, c'est important pour moi, c'est de la recherche, de la recherche formelle, c'est de la recherche de fond, c'est de la recherche de sens, c'est de la recherche De pure. toi aussi, peut-être? De Sur toi, de moi-même. ton... Alors, peut-être moins en vieillissant. Ça a été D'accord. beaucoup. Je pense qu'en vieillissant, ça allait de moins en moins. Parce que d'abord, je construis toute cette réflexion sur le fait que j'ai été moi-même au départ persuadé que l'artiste était un solitaire, quoi, tu vois. Et Mm. en vieillissant, je me rends compte que c'est une véritable souffrance d'être cette espèce d'artiste démiurge, solitaire, et que c'est complètement faux en plus. C'est pas ça qui te permet d'explorer, et que c'est même quand tu t'enfermes là-dedans que finalement tu perds toute créativité. Ouais. Parce que tu étais incapable de la nourrir. Ouais, L'art, il a ouais. besoin, l'artiste, il a éminemment besoin de l'autre. Il n'y a pas plus needy qu'un artiste. Seul, il s'en sort pas en réalité. Il a besoin de se On va parler confronter. justement. Ouais, vas-y. On va, Je je te sais disais, plus ce on que je va, veux dire. on va parler justement de toi, de ton travail personnel. Paradoxalement, en fait, tu retouches très peu, toi, tes images. Tu privilégies vraiment la prise de vue. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment un choix parce que tu en as marre de la retouche ou est-ce que c'est vraiment une forme d'expression différente pour toi? Alors déjà, la première réponse que je fais tout le temps Alors, il y a certaines de mes photos qui sont quand même retouchées, hein, tout n'est pas sans retouche. C'est ça. Après, c'est vrai que j'essaye au maximum d'en faire le moins possible. Et je dis souvent que c'est parce que je suis un gros flemmard, quoi. En général, quand tu peux faire un truc à la prise de vue, les 5 minutes que tu passes à la prise de vue, c'est une demi-heure de gagner à la retouche, tu vois. Donc, Ouais. tout ce que je peux faire à la prise de vue, j'essaie de le faire à la prise de vue. Puis en plus, faut comprendre que quand je travaille, quand je suis dans mon travail personnel, en général, je pense un espace en termes de lumière et de décor en amont. D'accord. Et j'essaye d'encadrer le plus possible le hasard, en fait. Parce que ce que je vais chercher après, c'est le hasard. Mais au départ, tout est toujours très pensé. Mhm. Je sais que je vais avoir cet angle-là d'axe possible où la lumière sera pas trop mal, etc., etc. Et après, je cherche le hasard dans, dans tout Dans ça. ce que J'ai tu as mis perdu en ta place question. déjà. Ta Je question. parlais de la retouche. Je parlais de la retouche, du fait que tu préférais Ah, privilégier vraiment la prise de vue. pendant la prise de vue, ça peut paraître très, comment dirais-je, libre, Mhm. tu vois. Quelqu'un qui place assez peu, je suis quelqu'un qui, voilà, en fait, je donne un espace et après on voit ce qui se passe. Euh, donc déjà de base, si tu veux, tout est déjà très contrôlé, tout est déjà très pensé en amont. Donc logiquement, le temps que je passe à faire ça, ben autant qu'il soit bien fait parce que ça m'évitera du travail derrière, tu vois. Est-ce que ça fait Ensuite, partie de, est-ce que ça fait partie de l'exploration? Parce que c'est vrai que tu mets souvent des trucs devant ton objectif pour distordre un petit peu les formes, les couleurs, etc. Est-ce que ça fait partie de ce qui t'inspire en fait et de ta recherche artistique plus qu'à la alors, retouche? c'est plein de choses mélangées en fait. Par exemple, il y a aussi le fait qu'après 15 ans à faire de la retouche, j'en ai ras-le-bol. Et Je qu'en comprends. plus, les 15 ans de retouches que j'ai passé m'ont fait réaliser, si tu veux, à un moment donné, puis alors plus tu grimpes dans la hiérarchie des photographes que tu retouches, plus tu te dis je vais atteindre le Graal. Et tu te dis, passionné de l'image comme moi, tu te dis plus je vais avancer dans ce métier, plus je vais voir avant tout le monde les plus belles images du monde. Ouais. Alors, c'est pas ce qui se passe en réalité. Merde. Tu passes ta vie, les pires catastrophes du monde et on te demande de faire des miracles dessus. Au bout d'un moment, ça te D'accord. dégoûte un peu et tu te dis, retouche, c'est vraiment devenu, à l'heure actuelle, c'est pas un moyen d'expression, c'est un moyen de correction. Donc, D'accord. normalisation de, voilà. Donc, voilà. Et puis, j'ai assez d'expérience en retouche pour avoir vu les modes. Il y a des modes. Dans les années 90, Mhm. la façon dont on traitait les peaux, c'est pas du tout la même façon que comment on les traite Bien maintenant. sûr. J'ai toujours été très agacé en tant que retoucheur par les modifications à outrance des formes, des modèles. Voilà, je trouve que quand tu regardes des photos de Newton ou de Guy Bourdin, que tu commences à regarder dans le détail, les meufs, elles ont des varices, c'est tout à fait normal, quoi, tu vois. Bien sûr. Elles ont pas été touchées et c'est pas ce qui fait que la photo est bonne ou mauvaise. C'est pas ça. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est du fantasme Mhm. consumériste. La retouche, c'est pas.
Voilà. Alors après, tu peux avoir un travail de retouche extrêmement intéressant et artistique, mais en l'occurrence, j'en ai tellement bouffé à l'opposé que j'y arrive pas Ouais. moi-même, tu vois. Je pourrais faire des montages incroyables avec les nanas dans des, je les shooterais sur fond vert, je fais des trucs, je pourrais, hein, je les fais professionnellement, mais ça m'intéresse pas. C'est pas la même démarche, ouais. C'est pas la démarche qui m'intéresse. Ouais. Peut-être plus tard, Mm. hein, ça vient, on change avec le temps, mais pour l'instant, Ouais. non, ça m'intéresse pas. Donc ouais, j'essaie d'en faire le moins possible à la retouche. Mm. Euh, Et du coup, je voulais te parler un petit peu justement de ta colorimétrie. Tu disais que à la retouche, on t'avait beaucoup demandé justement tes travaux de couleur, etc. C'est surtout pour ça qu'on te connaît en fait, dans le l'imaginaire un petit peu commun des gens sur les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment sur tes couleurs très saturées, très affirmées. Est-ce que tu penses tes photos en couleur? Quelle place ça a dans ton travail? Parce que tu as pas fait que ça en fait, en non, vérité. non. Au départ, je suis un photographe qui fait exclusivement du noir et blanc. D'accord. Et Ah oui, c'est vrai. il y avait un photographe que j'assistais qui m'avait sorti un jour, de toute façon, toi, tu fais du noir et blanc parce que tu connais rien à la couleur et tu es incapable de faire de la couleur. Alors, ça m'a un peu Dim. vexé. J'étais toucheur aussi, donc ça m'avait un peu vexé. Et je m'étais dit, oh, coquin de nom, je fais comme, tu vois, je vais utiliser des vieilles expressions à la con. Je vais lui montrer si je sais pas faire de la couleur. Euh, donc c'est parti comme ça. Ensuite, j'ai très vite réalisé que c'était quelque chose qui manquait à beaucoup de retoucheurs. Enfin, en tout cas, qui Mm, manquait à beaucoup de photographes. Avoir un retoucheur avec qui pouvoir explorer la couleur. mm, Donc, mm. ça m'intéressait. Ça me permettait de me positionner en tant que retoucheur sur un domaine où il y avait finalement assez peu de concurrence. Ouais. Donc, j'y suis allé comme ça. Oui, parce qu'il y a des Euh, modes aussi dans la colorimétrie, j'ai l'impression. En tout cas, ça se voit des sur codes, les réseaux sociaux. Des modes. des modes, C'est oui, ah oui, ah bah, oui, oui, c'est un peu impressionnant, ouais. donc voilà, donc après la couleur, c'est en fait quelque chose d'extrêmement compliqué, parce qu'il y a, Mm. pas en détail, mais il y a un process entre le moment où tu prends ta photo, le moment où elle est imprimée ou projetée sur un écran, pour être à peu près calé sur tes couleurs, c'est une Ouais. guerre sans fin. Donc c'est un domaine très technique en réalité, et pourtant très puissant. La couleur, c'est quelque chose qui stimule énormément le cerveau. Donc, toujours dans l'idée de la communication, c'est con de pas Bah ouais, s'en soucier. clairement. Donc voilà, donc je me suis intéressé à la couleur très vite et puis ça m'a aidé aussi à gagner ma vie. Donc tu vois, l'un dans l'autre, ça a fait que voilà. Après, c'est comme tout, c'est que maintenant, par exemple, quand je veux faire du noir et blanc avec les filles, ah non, je préfère ta couleur. Je préfère ta couleur. J'ai pas depuis des années, tu vois. Je me retrouve un peu prisonnier de ça. Ouais. Et après, ça reste toujours de l'expérimentation. Par exemple, je dis que je suis content de mes rouges maintenant, je suis content de mes bleus, mais je suis pas encore content de mes verts. Quand je serai content de mes verts, ça se trouve, je vais revenir à du pur noir et blanc, j'en sais rien, tu vois. Oui, t'auras fait le tour. Euh, Tu penses tes images en amont, tu disais que tu sais vachement tes sets, etc., tes espaces, tu les pensais vraiment avant de prendre la photo. Est-ce que tu penses à tes couleurs ou pas? oui. Quand je travaille. Alors, Ouais. c'est amusant, c'est qu'au départ, au tout départ, quand je fais le set, je pense couleur. Ça, oui, ça c'est. D'accord, ouais. Après, il y a eu une époque où je travaillais beaucoup au Fuji. Ouais. Avec un viseur électronique, donc c'est pas un viseur réflexe, c'est un écran que tu regardes en réalité. Et pour le coup, je travaillais en prévisu noir et blanc. Je D'accord. voyais mon noir et blanc. Et quand je travaillais avec un réflexe, ma prévisu à l'arrière du boîtier était aussi en noir et blanc. D'accord. Donc je pensais mon set en couleur, mais pendant que je faisais mes photos, je voulais pas y penser à la Tu couleur. vérifies les Je couleurs, savais qu'elle d'accord. était là. Et moi, je voulais pas qu'elle me parasite dans ce que je cherchais, si tu veux. Mm. Si je devais l'expliquer, ça c'est. Maintenant, c'est plus le cas. Je travaille en couleur aussi, mais parce que voilà, j'ai évolué dans ma façon d'appréhender mon rapport à l'appareil photo. Euh, D'accord, ok. quand je mets le boîtier devant mon œil, il se passe un truc assez marrant. C'est très difficile à expliquer. Il y a un switch dans mon cerveau et je perçois plus de la même façon que quand je te parle là ou voilà, quand j'ai pas un boîtier C'est-à-dire, devant l'œil. t'arrives à décrire un peu ce switch? Tu m'as parlé de trance hier, tu Ouais, pars ouais. un peu ailleurs dans ta... C'est pas que je pars ailleurs, c'est qu'à un moment donné, ce qui va être important, si tu veux, alors je vais te griller une question que tu m'avais préparée, Vas-y. mais
Je crois que la première erreur qu'on fait quand on commence à travailler la photographie, à expérimenter la photographie, c'est de penser que c'est l'œil qui déclenche. L'œil, c'est un outil extraordinaire, il n'y a pas à dire, mais par contre c'est lent en fait. Pour Hmm. saisir l'instant cher Arduino, c'est très lent l'œil. Et entre le moment où tu vois quelque chose d'intéressant, où tu le comprends dans ton cerveau, où ça envoie l'information à ton doigt, où tu Oui, cliques avec le délai du boîtier, ton instant décisif, ça fait longtemps que qu'il est passé. Donc, quand j'ai eu conscience de ça dans mon travail photographique, je me suis dit, voilà, le paradoxe, c'est qu'un photographe, il doit être capable de voir, mais c'est pas ce qu'il doit sentir. C'est pas ça qui doit hmm. l'aider à sentir. Donc, tout ça pour dire que quand je mets mon boîtier, je vois, je vois pas aussi précisément que quand j'ai pas mon boîtier dans les yeux. Tu vois, c'est paradoxalement. C'est-à-dire D'accord. que je vois des volumes, je vois des rapports de masse, euh, mais à côté de ça, euh, je ressens énormément de choses. Je me connecte quelque part à ce qui se passe. Enfin, j'essaye de me connecter quelque part à ce qui se passe. Et tout, c'est en ça où c'est de l'ordre de la transe. J'ai la sensation que finalement, tous mes sens sont en éveil. Hmm. Et c'est plus à l'ensemble de ces sens que je fais attention qu'à simplement ma vue. Voilà. Donc tu déclenches Et presque de manière un peu instinctive au final. il y a une grande part d'instinctif, ouais. Il n'y a pas que de l'instinctif parce que je suis quand même capable de processus de réflexion Ouais. du type ce cadrage va pas ou tu vois voilà. Enfin, je me le dis pas comme ça dans ma tête, mais en tout cas, ouais. Euh, donc c'est pas seulement de l'instinctif, mais c'est clairement pas l'œil qui décide. Hmm. Oui, puis tu vas pas du tout penser comme certains en termes de règles d'image, en termes de... Là, tu t'essayes de te connecter vraiment à ce qui se passe. Bah, les règles d'image, si tu t'amuses à regarder mon travail, il est désespérément académique en termes de cadrage. Et ça, c'est parce que je suis un assistant, un gros technicien, etc., etc., et que j'y réfléchis, j'y pense même plus, si tu veux. J'ai Ouais, tellement vu d'images qui répondent à c'est ça, j'ai assimilé. tellement mon œil nourri de ça, que là, pour le coup, c'est de l'ordre de l'inné, si tu veux. Hmm, hmm, hmm. Des fois, je me fais marrer moi-même, je me rends compte que j'ai un cadrage au tiers en spirale et Donc, voilà. psychopathe. Mais voilà. Et je racontais souvent quand j'étais comédien, j'étais spécialiste de l'alexandrin, et puis après un mois à faire que ça, je me rendais compte sans faire attention que mon message de répondeur était en alexandrin. Mais non, Ouais, n'importe quoi. voilà. Donc, ouais, non, je sais Donc plus oui, pourquoi on est parti là-dedans, mais qu'est-ce que je sais même plus ce que c'était la question de base. alors, Euh, non, on était en train de partir. Si tu pensais tes photos en couleur à la base, tu vois, donc on est ah, parti loin. donc en couleur en amont, c'est-à-dire que je vais choisir tel fond, tel objet, telle couleur, telle température de lumière, etc., etc. En amont et c'est un choix déterminé. Après, quand je shoot, j'y fais plus attention puisque je m'en suis occupé avant. Oui, oui, c'est ça. Donc tu prépares tout pour pouvoir lâcher prise un petit peu. Enfin, lâcher prise, je m'entends. C'est te connecter. Je prépare le plus possible pour être dans la plus grande capacité possible à saisir le hasard. Hmm, d'accord, super. Je vais Vraiment changer. un piège au Ouais, hasard. Je devais expliquer comment j'envisage un set de photographe, parce qu'après là, on parle de trucs où tu as le temps de préparer un set, etc. C'est pas la photo, bien sûr. des choses comme ça qui sont aussi des façons de travailler la photo extrêmement intéressantes. Mais quand tu as le temps de préparer un studio, ouais, c'est ça. En fait, moi, je vois ça comme un piège au hasard. Hmm, Je sais plus ou moins où je veux aller, j'ai quelques idées de ce que je veux dire, je sais pas comment ça va se passer. Parce que je suis pas ouais. tout seul. Je suis pas tout seul dans l'équation. Et, C'est la confrontation qui va donner quelque chose d'intéressant ou pas. ouais. Et je rebondis un peu sur ce que tu disais. Tu parlais d'instant décisif. C'est une question que j'ai posée à Rebecca et Julien là, lors de ma dernière interview. Est-ce que tu le ressens sur le moment, cet instant décisif, ou c'est quelque chose que tu perçois après, une fois que tu fais ta sélection de photos? Est-ce que tu vois le moment magique, entre guillemets, où tout se connecte quelque part sur Ouais, le ouais. moment? Ouais, tu arrives à... Ah oui, tu le sens. Tu le sens. Ouais. Mais après, ce qui est marrant, c'est que je shoot, j'ai aucune idée des photos que j'ai prises. Je ne le vois qu'après sur les...
Oui, parce qu'encore une fois, tu es connecté à ton truc. C'est Yann, la je te cohérence coupe. entre l'émotion, le souvenir de l'émotion ressentie. Yann, garde-moi ça, il nous reste 20 secondes. Oui, Donc je coupe et j'en relance un autre. ok, d'accord. Ok? À tout de Ouais, suite. à tout de suite. Je vais me refaire un café, ça tombe bien. Ouais, vas-y. Bon, c'est la deuxième partie de l'interview avec Yann Sénez. On savait que ça durerait très longtemps. On avait commencé un petit peu à parler avec Yann hier sur Instagram. Et le problème de moi et Yann, c'est que quand on commence à parler, on parle pendant longtemps. Je veux dire, comme pour le souvenir, je sais pas si Yann s'en souvient, mais le premier shoot que j'ai fait avec lui, je devais rester 2 heures grand maximum, et je suis restée 5 heures en fait à discuter. Donc on s'y attendait. J'espère que les discussions vous plaisent, moi en tout cas ça me passionne. Hop, j'ai vu que Yann vient de se... On envoie une demande. Deuxième partie. On attend. Et Yann est parti se faire un café. Ah, Le café est en train de couler. super. J'étais en train de raconter en t'attendant que le premier shoot qu'on avait fait ensemble, je devais rester 2 heures et que on était resté 5 heures à discuter après. Donc Ouais. on se... Alors, c'est un truc avec les photographes, hein, des grosses pipelettes. Hein. C'est ça. Pas tout le monde, hein. Pas tout le monde. T'as une catégorie, t'as pas de juste milieu. T'as les taiseux ou les grandes pipelettes. C'est ça. Complètement. C'est une règle. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est ou l'un ou l'autre. Bon, pour l'instant, j'ai eu que des pipettes en interview, donc c'est cool. J'ai vu, Bon, j'ai vu. bah oui, t'avais regardé. Tu nous parlais d'instant décisif Ouais. du fait que t'arrivais complètement À le à le voir, sentir. Hein. à le sentir. Mais que par contre, tu voyais pas tu t'avais pas une image de tes images, de tes photos avant de les sélectionner. Encore une fois, c'est plus compliqué que ça. J'ai toujours des images en tête que je veux faire, Mhm. mais je laisse une part au hasard, à la surprise. Donc c'est un mélange des deux. Et puis parfois je peux avoir senti l'émotion, tu vois, savoir, enfin senti, c'est pas Ouais. forcément une émotion, mais senti le moment, me dire bon là on a eu un truc chambé, puis me rendre compte que mon œil n'a pas été à la hauteur une fois que je suis devant l'ordi et que le truc était bien chambé, mais que la photo ne transcrit pas Ça a pas combien à été. l'instant, tu vois. Donc tu Ouais. peux te foirer aussi dessus. Mais non, non, ce qui est assez étonnant, alors c'était pas le cas au tout début. Hein. Au tout début, je savais pertinemment ce que j'avais fait comme photo au moment où je regardais D'accord. sur l'ordinateur. C'est vraiment revenu avec le temps. Et maintenant, vraiment, le moment où je regarde, surtout qu'en plus je regarde pas moi l'arrière de mon boîtier, c'est fini, ça, c'est pareil, c'est un truc que Ouais. je fais plus. Et donc le moment où je découvre les photos sur l'écran, c'est un peu la même chose que quand tu développais tes négatifs en fait, et tu voyais ta planche contact pour la première fois. Il y a des surprises, quoi. Tu dis ah ouais d'accord, ah oui j'ai cadré comme ça, ah oui je me souviens, c'était ça qui m'intéressait à ce moment-là. Ah c'est pas con d'avoir cadré comme ça, tiens, ça évoque bien Mhm. l'émotion, etc. Tu vois, j'ai cette surprise-là. Et ce que tu me disais hier en privé qui était super intéressant, c'est que tu essayais dans ta post-prod, donc dans ta sélection, dans le peu de retouches s'il y en a, etc., de avoir un juste milieu entre ton image que tu avais et le souvenir que tu avais eu de la séance et de l'émotion dans laquelle tu étais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? C'est pas tant juste mieux que la cohérence entre les deux. D'accord. Voilà. Si à un moment donné j'ai senti, par exemple, que le sujet était très fort, très fier, etc. Et quand dans l'image, en réalité, ça dégage tout autre chose, c'est que je me suis complètement foiré. Enfin, c'est un D'accord. cas aussi extrême, ça n'arrive pas, hein, mais c'est pour donner un exemple. Ouais, Alors, c'est ouais. pas Ouais. censé arriver. Mais voilà. Oui, c'est ça, on en revient à la sincérité qui, au final, t'es le seul à connaître, entre guillemets. C'est-à-dire que quelqu'un qui va voir ta photo à l'extérieur va dire que ta photo est très bien, mais toi, tu auras pas mis ce que t'avais envie d'y mettre, en fait, à ce moment-là. Ouais, c'est intéressant. On n'aura pas le pouvoir de la sincérité. Hum, On se met un hum, pouvoir. C'est, complètement. le fantasme ultime du photographe un peu taré que je suis, c'est que mes images soient en mesure, je dirais, de passer justement les pare-feux culturels. Hein, la culture, on a rapidement évoqué, puis j'ai pas eu le temps d'expliquer pourquoi j'aimais pas trop l'idée de la culture en soi, parce que la culture, c'est quand même vachement pour résumer, la Bible de l'humanité, tu vois, c'est un truc, c'est un Mhm, canon, quoi. C'est des clairement. morceaux choisis
qui vont bien avec Ouais. le discours. Donc la culture, faut s'en méfier. C'est à la fois un outil formidable pour travailler sur les consciences et la réflexion, mais c'est aussi ce qui, quelque part, nous cadre complètement et nous empêche de penser autrement. Donc il Clairement. faut s'en méfier. Mais le fantasme, oui, c'est ça, c'est d'avoir une œuvre à un moment donné suffisamment consistante et intelligente pour être capable de s'adresser, je dirais, à une forme d'inconscient collectif en en déjouant les pare-feux de la culture. Tu vois, Hum, c'est hum, ça hum. l'idée. Balle de Troie, c'est ça l'idée. Est-ce que tu penses, si on extrapole un petit peu, que c'est possible justement de déjouer ces pare-feux et d'avoir une œuvre entre guillemets qui transcende un petit peu le truc, sans la sincérité dans laquelle tu parles? Difficilement, je pense. Difficilement parce que euh, quand t'es pas sincère, ça demande une intelligence beaucoup trop hors norme pour rendre la chose, je dirais, cohérente. D'accord. Je sais pas, je sais pas. Tu me poses une colle, je t'avoue. Parce que je pense, c'est juste que la sincérité est un outil puissant, tu vois. Oui, Ouais. on n'est pas obligé d'être sincère pour avoir une œuvre qui transcende Oui, c'est ça. quelque L'absence de chose. sincérité peut être un sujet aussi. Oui, complètement, complètement. Du coup, La sincérité m'apparaît être un outil important. Et comme j'essaye, si tu veux, quand j'ai commencé à être photographe, par exemple, je piégeais les gens. C'est-à-dire que je les c'est-à-dire. mettais dans une situation pour obtenir une émotion, et quand j'arrivais à cette émotion, je la prenais. D'accord. C'était obscur de la force, je dirais. Avdon travaillait comme ça, par exemple. Ouais. Bourdin aussi, comme ça. Il piégeait ses modèles pour obtenir une émotion. Donc l'émotion était sincère, puisqu'elle a été Oui. provoquée. Mais le moment Mais c'était était. très bienveillant, tu vois. Ouais, Depuis complètement. que j'ai arrêté cette façon de faire, quand j'ai compris que agacer quelqu'un pour avoir un moment de colère, c'était pas cool, en fait. C'était pas forcément nécessaire. Donc parfois, il arrive que des images que je fais évoquent quelque chose, alors que c'était pas du tout ce qui se passait dans l'instant, c'était pas du tout sincère. Tu vois, je peux être aussi un escroc, ça fait partie du métier d'être un escroc à la Bien sûr. réalité. De jouer Il y a des justement. images, par exemple, les gens sont persuadés que la jeune femme, c'est un visage, un portrait d'une jeune femme en train de d'avoir une expression qui suggère l'extase sexuelle. Et les gens sont persuadés que la jeune femme était probablement en train de faire quelque chose de fort peu catholique. C'était pas du tout le cas. Elle était juste accrochée son soutien-gorge, donc elle a fait une espèce de petite grimace. J'ai saisi cet instant-là, en sachant Ouais. pertinemment ce que je faisais. Et puis voilà, là, t'es en plein dans l'escroquerie et t'es pas dans la sincérité. Ouais, bien sûr. T'es dans le jeu en fait. C'est dans le jeu et l'acting presque. Oui, enfin là, moi je te parle de l'objectif de Oui, sincérité dans les oui. photos. Mon travail n'est que C'est dans ce la que tu racontes. sincérité. Mm, mm. Je dirais l'obligation de résultat que tu t'imposes à toi-même ou qu'on t'impose oblige à prendre Ouais. quelques raccourcis, celle du métier, quoi. Mais autant que possible, je préfère les éviter. Du coup, J'aime bien être. tu du coup, tu parles de justement de moments d'extase, d'érotisme, etc. C'est vrai qu'on te connaît beaucoup sur les réseaux sociaux, en tout cas pour tes photos de nu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport à la nudité en photo, de ce que ça te permet peut-être de raconter, de ce que ça t'inspire, de... C'est un sujet C'est vaste, c'est c'est très 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 vaste. vaste. Je te laisse te Euh, dévoiler. je commencerai très vite par dire que la photo de nu, j'y suis pas venu par moi-même, elle s'est imposée à moi. J'avais D'accord, jamais réfléchi, c'était pas un objectif. Les premières photos de nu que j'ai faites, c'est parce que des modèles m'ont demandé. Que d'accord. j'avais une éducation sur le rapport au corps, comment dirais-je, assez libre. Donc Mm, le mm. rapport à l'activité, c'était pas quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Et ensuite, ça a été par pragmatisme parce que je travaillais beaucoup, donc j'avais peu de temps pour organiser des shootings avec des stylistes, des maquilleuses, tu Ouais. vois, trouver des vêtements, etc., etc. Donc très vite, je me suis retrouvé à faire du nu parce que c'était plus simple. Il y a eu une Mhm. période où j'achetais des fringues chez H&M et puis j'allais me les faire rembourser derrière, sauf que les fringues H&M, si tu veux, le vêtement, ça veut pas rien dire non plus dans une photo, ça a un sens. Le Clairement. vêtement, et c'est pas juste quelque chose d'esthétique, ça a aussi un message, même si on l'oublie beaucoup maintenant. Et le vêtement, ça a même une fonction éminemment politique dans l'histoire de l'humanité. Mhm. Donc
faire des photos habillées pour faire des photos habillées, c'est aussi con que faire des photos nues pour faire des photos de nues, tu vois. Ça n'a pas de sens. Donc j'avais beau essayer de faire des trucs avec mes fringues H&M, ça racontait pas grand-chose, ça m'intéressait pas. Ouais. Donc ça fait que j'ai fait de plus en plus de nus. Et puis mes nus plaisaient, donc de plus en plus de gens venaient me voir pour faire des nus. Et au final, à l'heure actuelle, j'ai des nanas, quand j'essaie de les habiller, elles sont pas à l'aise, elles préfèrent être à poil, tu vois. Donc je continue parce qu'il n'y a pas de mauvais sujet pour moi en photographie. Et puis le nu, il a un truc qui me plaît bien. Moi, je suis un photographe de l'intime. Ce qui me passionne en photographie, c'est l'intime. L'intime, c'est plein de choses. Ça ne veut pas forcément dire la nudité, ça ne veut pas forcément dire la sexualité, ça ne veut pas forcément dire l'humain, c'est l'intime, le rapport à l'intime. Et la nudité, elle a ça c'est un outil intéressant photographiquement parce que être nu culturellement, c'est toujours quelque chose que tu fais normalement avec des gens dans l'intimité. Si tu Intime, veux. justement, ouais. Donc, quand tu te retrouves nu face à quelqu'un, tu es dans un rapport d'intimité forcée. Quand tu te retrouves nu par rapport face à un photographe, il y a quelque chose. Et donc, cette intimité-là, elle est intéressante. Je dis souvent que certains de mes plus beaux portraits, je les ai réussis parce qu'en fait, les gens étaient nus. Quand je fais du nu, je fais D'accord. toujours des portraits. Il est Mm, mm, mm. toujours, je ne suis pas content d'une séance photo si j'ai pas réussi à avoir un bon portrait à un moment donné, par exemple. D'accord. Certains de mes plus beaux portraits, ils sont cadrés vraiment en portrait, si tu veux. Tu sais pas que la personne en fait était nue, il se trouve que la personne était nue. Et et c'est très sincère, voilà. Ce rapport-là, les gens, tu te caches pas, t'es là tel que Mm. t'es, là où t'es, et puis tu fais avec. Et il y a quelque chose de très impudique, il y a quelque chose du don de soi assez important, plus Ça va te qu'avec. personnage. Après, la question, c'est savoir ce que t'en fais de tout ça. Ça, c'est encore un vaste débat, tu vois. Il y a beaucoup de photos de nus qui sont là juste pour être des photos de nus, donc c'est un petit peu dommage à ce moment-là. C'est se priver d'un outil. En plus, quand tu commences à travailler, là, je parle du nu, mais le nu, c'est pas forcément érotique, c'est pas forcément sensuel, c'est même parfois pas forcément intime, hein, tu vois. Moi, je Mm, parle mm, que mm. c'est intéressant. Mais le nu, c'est aussi une étape. Tu peux avoir des photos très érotiques avec des gens habillés et avoir des photos absolument pas érotiques avec des gens nus, tu vois. C'est pas un bon critère pour définir Ouais. érotisme. C'est pareil sur le désir. Tu peux travailler sur le désir, que ce soit habillé ou nu, c'est pas très important. Mais le désir, c'est un sujet intéressant parce que l'érotisme en méfie aussi du mot parce que ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Donc je préfère dire que je travaille sur la question du désir. Mm, Et la mm, question mm. du désir, humoristique, ça peut être dramatique, ça peut être érotique, ça peut être pornographique, tout dépend du référentiel culturel dans lequel tu es. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est de travailler là-dessus, sur l'intime, sur la notion de désir, qu'est-ce qui fait qu'on va être désiré ou qu'on va désirer. C'est des sujets qui sont, et c'est des moteurs, je veux dire, au départ, instinctivement, on bouffe et on baise, hein, on se reproduit, quoi, tu vois. Donc, une fois qu'on a de quoi manger, le principal sujet qui motive l'humanité, on peut trouver ça triste, on peut trouver ça bien, j'en sais rien, c'est pas la question, mais c'est la question du sexe, en réalité, de la Ouais, clairement. reproduction, du désir, de comment être désiré, etc., etc. L'argent n'est qu'un moyen de se rendre désirable aussi dans une logique capitaliste des choses. Donc, forcément, c'est un sujet quand tu réfléchis, quand tu pars du principe que ton travail, c'est d'explorer l'humanité, forcément, tôt ou tard, tu tombes sur la question du désir, de la sexualité, du rapport au corps, voilà. Mm, mm, Donc, mm. je trouve intéressant là-dedans. Et justement, je voulais te poser la question. Alors, j'avais formulé ma question. Quelle différence tu mets, en fait, quelle notion tu as entre nu et érotisme? Mais du coup, on pourrait formuler le truc différemment. On pourrait dire quelle différence tu as entre l'intime, on va dire, personnel, humain, et le désir dans le cadre de la photographie. À quel moment tu vas aller chercher l'un ou l'autre? J'ai pas compris ta question en fait, pardon. Qu'est-ce comment je pourrais formuler ça? Qu'est-ce que tu fais comme différence, par exemple, avec un nu qui va être intime, où tu vas Ouais. faire du portrait, où tu vas faire quelque chose qui ne va rien suggérer, en fait, si tu veux, et une photo qui peut être nue ou moins nue, mais qui va suggérer le désir. Par quoi ça passe? Alors ça passe pas par moi, ça passe par le modèle. D'accord. D'accord. C'est ce que le modèle a envie de donner. Ça passe pas du tout par moi, ou très peu. Ok. Tu t'es spectateur, en fait, de ce que la personne va t'apporter à ce moment-là. Ah, t'es pas un spectateur innocent. T'as un pouvoir aussi dedans, mais t'es pas en. euh,
tu me dis ça et en même temps, je me rends compte qu'effectivement, c'est un peu paradoxal. Parce que j'ai un moment fondateur aussi dans le rapport photographe-modèle, parce que c'est aussi un sujet vaste sur lequel on peut discuter pendant des heures. C'est que j'avais une série, j'avais un endroit où je faisais des photos et où il y avait, si tu veux, un grand vide entre, il y avait une coursive comme ça, et il y avait un grand vide au milieu, d'accord. Je mettais les filles d'un côté et j'étais de l'autre. Et donc il y avait une distance matérielle, physique entre nous. Donc elles étaient totalement protégées, on va dire, tu vois, enfin, dans l'instinct. Et donc on faisait des photos. Et puis ça se passait très bien, voilà. Et puis un jour, donc j'aime bien travailler souvent avec les mêmes personnes avec qui on développe des relations de confiance. Ça permet d'aller un peu plus loin. Et à un moment donné, je vois une jolie lumière sur le canapé à côté. Et je dis, ah, viens vite, on va faire quelques photos là sur le canapé. Et donc, alors qu'on venait de faire 20 minutes de photos avec une distance physique, un vide entre nous, hein, un vide, voilà, fossé, même, voilà, on peut dire fossé entre nous, on se retrouvait très près, à moins d'un mètre sur le canapé. Hein. Et en fait, c'était très intéressant parce que c'était quelqu'un avec qui j'avais fait des photos plein de fois. Et là, tout d'un coup, j'obtenais des choses de cette personne que j'avais jamais vues. D'accord. Et j'ai mis un moment à comprendre pourquoi. Après, j'ai fait on a discuté, j'ai refait l'expérience avec cette personne. Et en fait, c'est parce qu'il y avait un petit temps où l'esprit n'avait pas le temps de, je dirais, de se remettre de la situation où elle était complètement en sécurité avec, et donc, Ouais. ma présence proche était finalement, pendant quelques minutes, ne parasitait pas ce que la personne était capable de donner. Et donc ça, c'était super intéressant. Quand je te raconte cette histoire, effectivement, en tant que photographe, tu es toujours dans ta photo, Ouais. même si on te frappe et dedans. Et il y a un rapport entre le modèle et la photographe qui sert justement d'autoroute en réalité sur ce que tu vas vouloir communiquer. C'est cette différence de potentiel entre les deux qui crée quelque chose. Et donc oui, t'es partie intégrante du truc, mais tu dois rester humble. Tu vois, enfin moi je pense que le danger c'est de vouloir prendre le pas. C'est pas intéressant de faire ça. Il faut laisser la place au modèle en fait. Donc oui, tu t'es pas complètement spectateur, mais t'es pas non plus le chef d'orchestre en fait. Oui, parce que tu as quand même une présence. C'est un c'est toujours un travail à deux quand il n'y a qu'un modèle, un photographe, à quatre quand il y a un coiffeur, un maquilleur, un styliste, etc., etc. Et Et puis ton interprétation, comme on disait tout à l'heure, rentre en ligne de compte aussi. Ce que bien tu sûr, vas faire toi de l'image après. la façon dont tu ressens, le choix que tu vas faire de l'image derrière. Alors après, plus je vieillis, plus le choix maintenant se fait aussi en concertation avec les modèles. Ce que je ne faisais D'accord. pas avant. C'est aussi un truc qui a changé. Pourquoi? Euh, Parce que de par la nature du travail que je fais, il me semble à l'heure actuelle primordial de laisser le contrôle le plus total possible aux femmes. Je ne le ferai pas avec un homme, par exemple. D'accord. Voilà. Parce que je suis un homme. Si tu veux, en tant que photographe qui travaille sur du nu féminin, alors je fais pas que du nu féminin, je fais aussi du nu masculin, mais je fais surtout du nu féminin. Ouais. Et le nu féminin, quand tu es un homme à l'heure actuelle, c'est très tricky. C'est très tricky parce que je suis pétri de culture patriarcale et même si tu essaies de te déconstruire, ta base, elle est toujours là. Donc la position d'être un homme qui porte un regard sur la femme est assez compliquée. Donc histoire je dirais, de pas faire d'impair, histoire de rester un allié. Voilà, je vais le dire comme ça. Je Ouais. laisser un contrôle total à l'image, surtout à une époque où l'image est à ce point importante dans nos sociétés, si tu veux. C'est pas Bah, anodin je son vais image. rebondir un peu. Je vais rebondir un peu sur ce que tu dis, parce que je trouve ça intéressant du coup d'avoir ton point de vue. C'est une question que je vais poser à Muffin. Est-ce que tu penses que tu as une responsabilité vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de tout ce qui se passe avec le féminisme, etc. en ce moment, avec tes images? Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait une image où tu dises non, celle-là, je vais pas la sortir parce que j'ai pas envie de véhiculer tel ou tel message? Oui. Ah, clairement, oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, c'est une évidence. Je vois même pas comment on peut pas, comment on peut prétendre ne pas avoir une part de responsabilité dans tout ça. Tu me parlais du fait que Et tu voulais plus pas que montrer les femmes soumises, que... J'ai pas entendu ce que tu as dit. je dis, et plus que avoir une responsabilité, avoir un pouvoir là-dessus. D'accord. Ah, c'est intéressant. La façon dont on donne à voir la femme ou l'homme ou peu importe,
participe à la perception qu'on en a culturellement. Donc, oui, effectivement, je veux pas mettre dans mon travail, j'essaye au possible de pas donner une image des femmes soumises, fragiles, pas égales à l'homme, tu vois. Mm. J'essaye. Je sais pas si je réussis. C'est très compliqué de le savoir parce que je suis le plus mal placé pour dire si je, tu vois. Mais voilà, en tout cas, oui, c'est un truc et c'est pour ça que de plus en plus, par rapport à cette prise de conscience que c'est très très difficile d'avoir un regard d'homme objectif sur la femme, je préfère laisser un maximum de contrôle au modèle, Mm. même si parfois je reconnais que parfois certaines vont plus chercher à se trouver jolie qu'à chercher une photo qui évoque quelque chose d'intéressant. Oui. C'est l'inconvénient du système. Mais encore une fois, on fait plein de photos dans une vie, et puis ça, pour l'instant, j'ai pas fait la photo qui peut changer le monde, donc j'ai pas besoin de la défendre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est, Est-ce- voilà. Et Et je- est-ce que c'est plus délicat, enfin, je pense que je connais la réponse, mais est-ce que c'est plus délicat justement d'avoir cette position-là vis-à-vis de l'érotisme? Ou est-ce que c'est vraiment une question que tu te poses même pour tes portraits, même est-ce que la photo érotique pose plus de questions en fait que peut-être ben, d'autres images? je trouve paradoxalement elle en pose plus a priori, mais une fois que tu les ai posées, c'est plus simple de les résoudre enfin d'y répondre que dans une photo où tu te poses pas ces questions en amont. D'accord. Donc c'est plus casse-gueule, je pense, de faire une série de mode qui soit féministe que de faire une série de nus qui soit féministe. Oui. Oui, complètement. Voilà. Donc ça a au moins le mérite, enfin, je sais pas si tout le monde se pose des questions au moment de faire des photos nues, mais en tout cas, pour moi, ça a au moins le mérite de poser la question en amont. T'en as D'accord, ok. conscience. Quand tu fais un Mm. simple portrait, t'as pas forcément conscience que véhiculer qu'une femme est douce et fragile, c'est alors que en fait la meuf elle s'est battue comme une chienne pour en arriver là où elle est là et qu'elle a 10 fois plus de force que 40 mecs, c'est peut-être pas le truc le plus intelligent du monde, quoi, tu vois. Mais tu te le Mm. poses en amont comme ça, tu peux passer à côté, quoi. Et du coup, Je sais pas si- tu me parlais de tes nus masculins. Est-ce que ta démarche est vraiment différente? Même toi, dans ce que tu crées, non, Elle est différente en termes de quantité et de qualité parce que c'est plus difficile de trouver des hommes avec qui faire le même type de travail que ce que je fais avec les c'est femmes vrai? que ouais, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Euh, à la fois, on demande beaucoup au corps des femmes et en même temps, on l'accepte énormément. Et à la fois, on ne demande rien au corps des hommes, mais on l'accepte très peu. Donc, tu vois, il y a toujours une espèce de paradoxe. Les hommes sont beaucoup moins à l'aise avec leur corps en image que les femmes, alors qu'ils le sont beaucoup Mm. plus. Et donc, c'est plus compliqué d'avoir le travail de nu que je fais avec des hommes qu'avec des femmes. Pas impossible, mais c'est compliqué. Mais Mm. après, par exemple, je fais beaucoup d'autoportraits justement à cause de ça, parce que je manque de modèles masculins et que parfois j'ai besoin d'un contrepoint masculin à une série. Ben, c'est marrant que tu parles d'autoportrait parce que justement, c'est un truc que j'avais pas prévu de t'en parler, mais vu qu'on est parti sur un deuxième live, on a le temps. Est-ce que tu peux me parler des autoportraits et de ta démarche en autoportrait, de ce que ça te permet? Est-ce que c'est Alors, différent? l'autoportrait au départ, c'est parce que je voulais faire des essais et que j'avais personne sous la main. Donc, à D'accord. l'origine, très Ouais. longtemps, c'était ça. Mes premiers autoportraits, c'était ça, c'était pour faire des tests. Et comme c'était des tests sur la façon d'éclairer le corps, ben, j'ai sur moi. Je pense que beaucoup de photographes ont fait ça. Je sais pas si beaucoup l'assument, mais beaucoup l'ont fait. Et puis avec le temps, c'est devenu aussi, avec le temps, puis la connaissance de l'histoire de l'art, j'ai pris conscience que c'était aussi quelque chose de très important à faire, à mon avis, en tant que photographe. Et Ouais. ça correspond à un de mes credos, qui est que je ne prendrai jamais une photo de quelqu'un que je ne pourrais pas faire moi-même en tant que sujet, si tu veux. Je ne D'accord, demande pas aux ok. gens de faire. Je ne suis pas capable de faire moi-même en tant que modèle. Donc voilà, c'est ma limite. Si j'ai fait quelque chose un jour en photo avec quelqu'un, c'est que je l'ai forcément fait moi avant ou après, mais souvent avant, pour voir. D'accord. Voilà. Je considère que c'est un peu simple parfois d'être le photographe, tu sais, qui prend des photos comme ça tranquille, qui joue avec l'image des gens et tout, et qui met jamais la sienne en péril. Mm. Euh, et,
Assez curieusement, je pense que ça fait partie. Enfin, je pense que j'ai une assez bonne relation de confiance avec les gens avec qui je travaille, et ça en fait partie aussi de ça. Notamment avec les femmes, le fait que je fasse de l'autoportrait, qui soit pas de la dick pic, Mhm. euh, ça aide aussi à voir que j'ai un rapport à la question qui n'est pas un rapport purement, pas un rapport, je sais pas moi, purement sexuel ou purement de voyeur ou de. Non, c'est Ouais. un support d'expression, quelque chose qui m'intéresse. Ouais, voilà, c'est ça. Tu t'es mis un petit peu à leur place et tu as un petit peu expérimenté quelle pouvait être l'image et quel pouvait être le ressenti à ce moment-là, quoi. Bah, je pense que c'est bien de tenter le coup d'être des deux côtés, quoi. Tu vois, que tu comprends un peu mieux. Tu comprends pas tout parce que je suis pas modèle, mais Mm. tu comprends un peu la difficulté, ce qui peut être intéressant, ce qui ne l'est pas. Voilà, ça t'aide aussi à mieux cerner, à mieux travailler en fait avec la personne Du en coup, face. toi, tu fais vraiment tes autoportraits pour que ça te serve sur tes photos de modèle. C'est vraiment, tu fais le lien toujours. T'as pas une expression vraiment où ça n'a rien donné d'autre que tes autoportraits parce que c'était de l'autoportrait. Attends, je suis mal exprimé. Je fais pas juste ça pour faire des essais. Hein, c'est que je mélange tout. Moi, j'aime bien D'accord, tout faire. Donc, d'accord. euh, euh, typiquement, par exemple, je fais très souvent l'autoportrait quand ça va pas du tout, psychologiquement, moi, moralement. Une Ça, façon je comprends. d'extérioriser. Donc, Hmm. donc moi, j'ai fait beaucoup d'autoportraits sur le premier confinement. D'accord, ok. Bah, on en revient à Voilà. tes questions de sincérité, hein. On en revient à, à ton expression sincère et au fait de toucher à des choses un Voilà. peu brutes. Oui, non, oui, je sais pas comment rebondir là-dessus, mais oui, en fait, oui, c'est ma démarche. J'essaye en Ouais, tout cas. C'est ma ligne de conduite, mon fil conducteur. Et puis la curiosité, quoi. Essayer, toujours essayer. est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'apprendre aujourd'hui? Des choses que tu Ah oui, aimerais bah, faire que tu sais pas faire? t'apprends toute ta vie, ouais. T'apprends toute ta vie. Donc, des choses. Mieux me vendre, ça serait pas mal aussi. Ah, ça c'est dur. Surtout pour moi. Euh, Après, apprendre, oui, apprendre, ouais, ouais, plein de choses. Je sais pas, je saurais pas quoi te dire. Tout est toujours vaste, quoi. Enfin, j'ai l'impression que j'ai encore des milliards de choses à apprendre. Sur la Hmm. technique photo, bon, ça commence à être compliqué. J'en apprends, hein, toujours, de temps en temps, mais ça commence à devenir compliqué. Mais sur le monde, sur le rapport à l'autre, sur ce qui fait la matière première de mon travail, c'est sans fin, quoi. Tu vois. Enfin, je crois pas qu'un C'est jour je vais génial. arriver à un stade où, voilà, quoi. Voilà. C'est génial. Est-ce que tu as des Euh, projets? Alors, j'ai toujours des tonnes de projets. C'est C'est vrai? pas les projets qui manquent, c'est parfois la concrétisation. Je vois qu'il y a quelqu'un qui met lumière. La lumière, est-ce que j'ai envie d'apprendre des choses en lumière? C'est pareil, ça commence à être. C'est juste que ça fait 15 ans que je fais ce métier, si tu veux, en lumière. Je travaille aussi bien en flash Cobra qu'en lumière continue, qu'en flash de studio, qu'en lumière naturelle. J'ai été amené à tout devoir savoir faire dans mon métier d'assistant. Donc, j'ai pas spécialement le sentiment qu'il y a encore des milliards de choses à apprendre en lumière. Surtout qu'en plus, j'ai une formation en sciences qui fait que je peux aller très loin dans la compréhension, dans la connaissance de ce que c'est que la lumière. Euh, je sais pas. C'est peut-être. Enfin là, en tout cas, comme ça, je me dis pas, faut que j'apprenne des trucs en lumière. Là, ça va pas du tout. Hmm. Et ton Euh, studio, je, en fait, tu l'as fini? le Ton studio, tu l'as terminé? Ton appart, ton grand appart, non? Et ça a bien avancé, mais non, c'est pas terminé encore complètement. Mais ça a bien avancé en tout cas, c'est déjà pratique pour faire des photos. Mais comme toujours, tu as envie de. Si, pour répondre à la question sur la lumière, j'aimerais avoir la possibilité parfois d'avoir des plus gros sets, d'avoir plus de lumière, de m'éclater vraiment avec. Là, souvent, je suis dans des impératifs assez low cost qui peuvent être un peu parfois frustrants, mais c'est pas tant Hmm. sur l'apprentissage, parce que ça, je les manipule dans mon travail d'assistant, mais c'est plus dans mon travail personnel où effectivement, j'aimerais. Attends, je vais diminuer un peu la lumière parce que je viens de voir que c'était dégueulasse. C'est mieux comme ça, non? On est à la fin, donc bon. Ouais.
Bah voilà quoi, ouais, non. Et la question que donc la lumière, oui, non. Enfin, je vais apprendre sûrement des trucs dessus, hein, encore, il n'y a pas de problème, mais c'est pas de mes Des objectifs, ouais. objectifs, ouais. Ouais. Bon, et projet, du coup, tu vends tes tirages en ce moment. Est-ce que tu as un projet de bouquin? Est-ce que... Ou Alors, tu te laisses... j'ai toujours des projets de bouquins, j'ai toujours des projets d'expo, j'ai énormément de Ouais, difficultés à les mettre en place parce que je me vends pas très bien, parce que ça coûte de l'argent de faire des expos, ça coûte de l'argent de faire des bouquins. Euh, donc ça, oui, j'en ai plein. Euh, j'ai un projet qui me tient à cœur, qui est un peu transversal. J'aimerais bien développer des photos avec des vêtements de récupération et permettre à la fois, mais pas seulement faire un truc de mode, de montrer qu'on peut faire de jolies détourner. choses de Ouais. récupération, mais profiter pour mélanger ça à du reportage, tu vois, faire un truc un petit peu comme ça, multi-support. Euh, donc ça, c'est un projet qu'on a avec quelqu'un avec qui je travaille beaucoup. Et j'aimerais bien qu'on finisse par arriver à le mettre en place. On traîne depuis un moment, mais ça n'a pas beaucoup avancé. Forcément, vu l'année qu'on a eue, c'est Ouais, compliqué. c'est dur, ouais. Euh, j'aimerais bien, de plus en plus, j'aimerais travailler, justement, être de moins en moins seul dans ma façon de travailler. Ça, c'est quelque chose. Je me rends compte en vieillissant que, ouais, tout seul, je suis rien. Mhm. J'ai besoin de me confronter à l'autre, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de chercher avec l'autre, d'être surpris par l'autre pour avancer, quoi. Voilà. Ouais, Donc c'est ça les objectifs, tu vois, c'est finir par avoir une maison de campagne loin de Paris avec un grand, enfin pas de campagne, une maison tout court, une petite maison, une petite bicoque, mais avec un grand hangar à côté pour faire plein de trucs, plein d'essais, et plein de gens qui viennent. plein de gens qui viennent et plein de photos. Bon, je Mais crois que si, c'est un joli mot de la fin. ok. T'as quelque chose à rajouter? Tu voulais parler d'autre chose ou... Euh, non, je crois pas. Je crois pas. Non, je crois qu'on a parlé de plein de choses. Enfin, faut pas me relancer sur un truc, quoi, c'est tout. On va faire un autre live. On va faire 2 heures de Ouais, plus. c'est une très bonne idée, ça m'a bien fait plaisir. Et puis, c'est toujours intéressant de parler. Enfin, moi, je trouve ça toujours intéressant de parler de ce qui nous passionne. Donc, j'espère que j'ai pas dit Clairement. trop de trucs Pas du et tout. incompréhensibles. C'était Pareil. super bien. Et C'était voilà. très très bien. Et puis, c'était très cool. Ouais, bah pour moi aussi. Et puis je suis vraiment ravie de t'avoir vu. On essaye de se revoir avant 2 ans. Ça serait cool. Ça serait pas mal, ouais. Ça serait pas mal. Un Ça conseil pour serait... les passionnés. Je sais pas, est-ce que tu veux qu'on réponde à quelques questions? Là, j'en vois passer. Vas-y si tu veux. Vas-y, moi ça me pose pas de soucis, on a le temps. Un conseil pour les débutants et les passionnés. Waouh, j'avais pas du tout réfléchi. Autant tout Tiens, le reste, tu m'as un peu cerné, donc j'avais eu le temps d'y réfléchir. Un bon conseil pour les pratiquer. Voilà. Avoir le droit de faire se donner surtout le droit de faire des mauvaises images. Ça, c'est très très important. Il faut faire ça, des mauvaises images. Bouffer de la mauvaise image. Il ça marche faut pas. se déprimer pour toutes ces mauvaises images, mais il faut continuer. Il n'y a que les mauvaises images qui permettent d'apprendre. Les bonnes, voilà, ça sert pas à avancer, les bonnes. Ça sert son propos, mais ça sert pas à avancer soi. Donc voilà, photographier, photographier, photographier. C'est jamais une question de moyens. On a très souvent à tort l'idée que la photographie, c'est un outil de riche. Ce qui est vrai, hein. À l'arrivée, c'est vrai, pour le faire de façon confortable, faut du pognon. Hmm. Pas un métier de prolo, c'est clair. Mais pour autant, il y a moyen de faire avec 3 fois rien. Moi, quand j'ai commencé la photographie, vraiment, j'avais pas d'argent, mais j'ai un professeur à un moment donné qui m'a dit, mais la photographie, c'est 90% de bricolage et 10% de travail. Et ça m'a énormément libéré. Ouais. J'ai commencé la photo en argentique, en achetant mes pellicules au mètre, en développant moi-même mes films. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup en noir et blanc, en Hmm. utilisant, en comprenant ce que c'était que les produits qu'on utilisait pour essayer de les avoir le moins cher possible. Donc par exemple, j'utilisais pas de liquide de rinçage, mais j'utilisais un peu de vinaigre dans de l'eau, ça faisait parfaitement l'affaire. Le liquide de rinçage, ça coûtait très cher, donc Ouais. c'était hors de ma bourse, puis on en bouffe quand même. Pareil pour la péloge, c'était beaucoup plus rentable de l'acheter au mètre et puis de faire soi-même ses rouleaux. Mhm. Donc voilà, donc il faut bidouiller. Moi, mes premières images, j'avais pas d'éclairage, j'avais rien. Je prenais une feuille de papier d'aluminium,
que je mettais sur un carton et ça me servait de réflecteur et je faisais comme ça avec plusieurs bouts de papier d'alu, je faisais une lumière, je faisais un portrait comme ça. Donc la photographie, c'est un truc de riche quand on a les moyens et qu'on est flemmard. Mais la photographie, en vrai, c'est avant tout du bricolage. On peut faire des miracles avec 3 fois rien. Moi, je passe ma vie à bricoler en photo. Quand je faisais les photos backstage d'un film de Ridley Scott, à un moment donné, j'avais trouvé une bouteille en plastique rouge Ouais. et j'ai utilisé cette bouteille en plastique rouge pour faire un effet. Il y a toute une histoire drôle parce qu'en fait, je l'avais piqué à un runner baraque comme ça, polonais, qui était pas content qu'on ait piqué sa bouteille sans lui demander son avis et qui me courait après partout. Et à un Tu moment peux être donné, ta photo en courant? directeur de photo qui me voit avec mon look un peu, j'ai un look un peu spécial quand je shoot, parce que je suis tout en noir avec un truc noir. Enfin, je fais un peu commando, quoi. C'est le plus discret possible en mode comme ça, photographie de plateau. Et avec ma bouteille rouge comme un couillon et le mec qui me courait derrière. Enfin, la scène était assez épique. Moi, je savais pas que le mec. Et le mec me regardait faire avec la bouteille. J'ai un trou de mémoire sur son nom, mais c'est un grand directeur de la photo qui a été oscarisé et tout. Il est venu me voir après, il m'a dit Cleaver. Et voilà, et tu vois, avec une bouteille en plastique, parce que j'avais pas de lumière, il fallait que je fasse un truc un peu à la Blade Runner, parce que c'était mon, mon brief. Et voilà, et ça permet de faire cette photo. Tu vois. Ah bah oui, clairement. Ouais. Et ça, c'est juste une bouteille de plastique rouge. Ouais. Bah, Voilà. là, pour le coup, ça pousse à la création, vraiment. Je sais que t'aimes pas ce mot-là, mais ça pousse à imaginer vraiment autre chose et à se démerder avec 3 bouts de ficelle, quoi. Voilà, donc vraiment la photographie, c'est ça. Faut tout essayer, tout tenter. Tu peux faire des photos avec une boîte d'allumettes et une épingle. Hein. Clairement, clairement. Moi, j'ai l'impression qu'après, Euh, ça s'applique un petit peu à l'art de manière générale. Parce que, oui, je veux oui, dire, oui, oui. moi c'est pareil, tu sais, en festival, de temps en temps, il y a des gens qui viennent me parler dessin et qui me disent, mais c'est quoi votre crayon? Je dis, mais je sais pas, appliquer le crayon de vos enfants, on s'en fout. Enfin, le but, c'est de faire quelque chose. Je crois que l'originalité naît de la contrainte. On parlait de l'originalité au tout début du live. Et Ouais. l'originalité, pour le coup, elle naît de la contrainte. Mm, mm. Quand tu as les moyens du monde, tu ne fais souvent que reproduire ce qui a déjà été fait. Quand tu quasiment rien et que tu essaies de faire quelque chose, c'est là où souvent tu empruntes des sentiers un peu comme ça, sans savoir trop où tu vas, et parfois tu as de la chance, parfois tu n'en as pas. Ah Mais oui, voilà. c'est Donc la voilà, il faut réflexion. s'autoriser à faire des essais ratés, il faut s'autoriser à tout tenter, même si ça a l'air complètement débile. Et voilà, après, il s'agit encore une fois, il faut pratiquer, 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 pratiquer. Il n'y a pas de, il y a pas je crois pas au mythe du photographe naïf qui, du jour au lendemain, il a un boîtier dans les mains et il fait tout d'un coup des trucs géniaux. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment, T'as ça serait gardé bien, hein, toutes tes mais, premières images? hein? T'as gardé toutes tes premières images? Tu gardes ou tu jettes? Oui, 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 oui. Tu gardes. Alors, je jette une partie, mais mes toutes premières, non, je les ai gardées. J'ai toujours mon premier boîtier. Tu vois, je te parlais de la première caméra que j'ai eue, elle est là, hein. Ah, génial. C'est beau. Elle est là, C'est c'est ça. une caméra Super 8 que j'ai eue quand j'avais 7-8 ans. C'était un joli cadeau de mon grand-père. Va savoir pourquoi il a pensé à ça. Et puis il est mort maintenant, je peux plus lui demander. Et je l'utilise toujours puisque depuis mes 20 ans, il y a une cassette dedans et je prends un intervalle régulier, quelques secondes de moments que Ah, je c'est vis. génial. Et l'idée, c'est qu'à la fin, quand je suis pas encore au bout, et je vais développer, je me souviens même plus de tous les moments que j'ai pris en Ah, vidéo. Et c'est l'idée, c'est génial. à bout tous ces moments sur ma petite Super 8 en espérant que le film aura tenu le coup jusque-là. Eh oui, c'est ça. Voilà. Ah, c'est une J'ai super tout idée. bloqué. C'est chouette. Et je sais plus qui disait dans un des lives que tu as fait que quand il revoyait ses premières images, en fait, tout était déjà là. Stéphane Coutel, ouais. Ouais, Stéphane Coupel. Et j'ai eu cette surprise-là, tu me demandes si j'ai gardé, je suis retombé un jour sur un de mes premiers travails photo en école d'art qui était dans un cours d'esthétique philo et qui avait pour sujet le moi, le surmoi et le ça. Il fallait l'illustrer. Et j'avais décidé d'utiliser la photographie et j'ai complètement oublié cette photo pendant 10 ans. Puis je suis retombé dessus un jour parce que je gardais tous mes vieux dessins, tous mes machins. Je suis dit, ah ouais, quand même. Parce que je peux pas, je sais pas où je l'ai foutu, sinon je l'aurais montré. Et en fait,
mis 4 miroirs, enfin 3 miroirs avec un mec au milieu. Et en fait, il y avait déjà tous les prémices de Ah, ma c'est série sur les génial. miroirs. Mais j'ai Ah, fait c'est trop ça bien. il y a 15 ans, quoi. Et je m'en Ah, souvenais pas. Il y avait, tu vois, c'est vrai que quand tu regardes ton travail avant, tu vois qu'il y a déjà des obsessions qui sont là, il y a déjà des interrogations qui en fait s'étoffent et s'enrichissent avec le temps, et puis tu apprends à les hmm. maîtriser, à les exprimer, à les Mais explorer, quoi. Mais je sais plus quel psychanalyste disait ça, mais que l'inspiration, en fait, se fait dans les toutes premières années de notre vie et que, en fait, tout était déjà là et qu'en fait, on ne faisait que construire sur les bases qu'on avait déjà rassemblées quand on était gamin, quoi. là, on ne fait que comprendre qui on est et C'est comment. ça. Et Donc c'est l'affirmer. Réussir à le sortir et l'affirmer. Et l'affirmer. et l'affirmer, ouais, ouais, ouais. En tout cas, le dire. Je sais pas s'il faut l'affirmer, mais il faut le dire. Mais, Bon, bah, Yann, voilà. je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, Merci écoute, beaucoup. bien, super. J'espère que C'était j'ai pas très trop. cool. Et puis C'est bah, je marrant, te fais merci. plein. Je te dis à bientôt. Oui, Prends à soin de toi. bientôt. Toi Prends soin de aussi. toi. N'oubliez pas une histoire mondiale des femmes photographes. Vachement bien. Voilà, c'est important. Super. Moi, j'irai voir. Bisous, Yann. Ciao.